On va partir direct, ça fait que 13 minutes d'intro, on peut pas faire plus, il faut se lancer. Je vais vous résumer rapidement l'affaire, mais avant, vu la situation, je pense que il va falloir qu'on se mette un petit peu, voilà, un petit système si on veut éviter que ça parte en couille, que les gens s'entretuent dans le live et tout. Donc on va essayer d'être des gens intelligents. Depuis l'annonce du live, j'ai reçu énormément de messages, parfois pour charger Marion Séclin, parfois pour la défendre, et beaucoup de ces messages étaient vraiment archi problématiques. Vraiment, j'ai eu des trucs où je me suis dit oh non, c'est pas possible. Les gens qui disent je crois. Donc, les gens qui arrivent et qui me disent « Oui, Marion Séclin, je crois qu'elle a fait ça !» Non, vous ne dites pas « je crois ». Si vous venez comme ça, dans mes DM, vous prenez le temps d'écrire un message pour me dire quelque chose que vous pensez important, pour me faire une opinion sur quelqu'un, vous ne dites pas « je crois ». Vous arrivez, vous avez vérifié l'info, vous me donnez l'info. Excusez-moi, je crie, le micro sature. Excusez-moi, je m'énerve. Mais c'est pas possible d'arriver comme ça. Je crois que machin, il a fait ça. Non mais, vérifie, ça prend 10 secondes. Tu vas sur Google, tu me donnes vraiment l'info. Je demande pas une biblio, je demande juste de vérifier l'information pour pas arriver en me disant mais des dingueries. Parce que, problème numéro 2, j'ai des gens qui arrivent du coup et qui me disent des trucs et qui se trompent. Mais qui se trompent pas un peu. J'ai des gens qui viennent me dénoncer une personne en me disant « Attention, cette personne, elle a fait un truc !» et qui se trompent de personne. Par exemple, je prends toujours cet exemple, mais cet exemple, il est fabuleux. Il est fabuleux, l'exemple. C'est à un moment où je passe dans l'émission de Martin Veil, là, les dossiers de Martin Veil sur TMC, je dis « Ah, je suis invité chez Martin Veil et tout, machin. » Je précise que moi, de toute façon, je fais tous les médias. Je vais au Crayon, je vais sur Sud Radio, je vais partout. Mais il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent « Non, on va pas chez Martin Veil !» Ah bah, qu'est-ce qu'il y a, Martin Veil et tout? Ils me disent « Martin Veil, il était dans la Ligue du LOL !» Alors la Ligue du LOL, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est un groupe de journalistes qui ont harcelé des gens, qui faisaient des blagues racistes, sexistes. Et moi je suis là et je me dis mais attendez, il était pas dans la Ligue du LOL, Martin Veil. Donc je dis à la personne, non mais attendez, c'est pas Martin Veil, il était pas dans la Ligue du LOL, tu te plantes et tout. La personne elle me dit, ah non, c'est Hugo Clément qui était dans la Ligue du LOL. Déjà c'est pas la bonne personne, c'est quand même chaud, c'est quand même vraiment pas la même personne, donc tu peux pas balancer ça comme ça. Et je vérifie, et Hugo Clément non plus, il était pas dans la Ligue du LOL. C'est de la rumeur, c'est complètement de la rumeur. Et après j'ai une troisième catégorie de gens, c'est les gens qui arrivent, et ils me parlent d'un truc, là, je dis, ouais, je vais faire un truc sur Marion Séclin. J'ai des gens qui m'envoient, ouais, regarde ce podcast, il y a eu un truc d'agression sexuelle, nani nana. Et en réponse à la story, hein. Et donc je me dis, ah, mais ça a à voir avec Marion Séclin. Alors je regarde vite fait le truc et tout. Rien. Alors je dis à la personne, mais il y a un rapport avec Marion Séclin? Ah ben non, hein. Mais pourquoi tu m'envoies ça? On comprend plus rien. Imaginez sur le chat maintenant si les gens se mettent à faire ces trois choses. Si on arrive avec des je crois, nanani nanana, si on arrive avec des gens qui se trompent, et si on arrive avec des gens qui parlent d'un truc qui a rien à voir, en fait, à bout d'un moment, c'est ingérable. C'est juste ingérable. Donc on essaye d'avoir un peu de rigueur, on essaye de mettre un peu de hauteur là-dedans. Parce que moi, dans mes lives, et particulièrement dans ce genre de live, on va parler de sujets extrêmement polémiques, je ne veux pas de rumeurs. Une fois qu'on a collé une rumeur à quelqu'un, elle ne s'en va plus. Les gens sont obligés toute leur vie après de se démerder avec ce truc qui a été répété encore et encore, et on ne peut pas se débarrasser, on ne peut pas en fait prouver qu'une chose n'existe pas. C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas possible qu'on continue à jouer ce jeu de la rumeur. Ça peut pas venir que des autres, on y participe aussi. Donc je vais vous faire une petite définition de la rumeur. Comme ça on comprend bien de quoi on parle. Je me base en partie sur le travail de 2 sociologues. Il va y avoir plein de gens cités aujourd'hui. Attention, préparez-vous. Si vous voulez des sources, il y en aura. Donc Brigitte Bozami et Marie-Cécile Nave, en gros, qui disent, je sais pas exactement leur définition, je me base sur elles et j'ai fait la mienne à partir de ce qu'elles ont dit. Mais en gros, une rumeur, c'est une information que l'on fait circuler sans qu'on en connaisse vraiment l'origine et qu'on tient pour vrai par le fait de sa circulation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, une rumeur, c'est pas forcément une information fausse. La rumeur, c'est la manière dont vous faites circuler l'information. Le fait que vous fassiez circuler l'information sans l'avoir vérifiée. Les gens qui arrivent en disant « je crois », bah, vous participez à une mécanique de rumeur parce que vous n'allez pas chercher la véracité de l'information et donc vous ne fournissez pas aux personnes à qui vous parlez un référentiel suffisant pour prouver ce que vous dites. Il n'y a pas de source, il n'y a rien qui dit, vous arrivez juste comme ça, et vous dites, oui, on m'a dit que... Oui, non, mais on t'a dit que ça ne marche pas.
ça n'a pas de valeur en fait. Donc ça, on le met à la poubelle et il faut bien comprendre que ce qui va faire que vous accordez de l'importance à une rumeur, c'est qu'on vous a dit que c'était vrai. C'est pour ça que l'importance de la rumeur, c'est qu'on la tient pour vraie par le fait de sa circulation. Tout le monde le dit, donc c'est forcément vrai. Sauf que non. C'est pas parce que tout le monde dit une connerie que la connerie est vraie. Donc, on va être obligé, si vous voulez, déjà dans un live comme celui-là, on va dire on met un petit peu des règles pour réussir à fonctionner, quoi. Parce que sinon, mais on peut pas parler, quoi. En fait, sinon, on n'y arrivera pas. Là, le chat, ça va se transformer en Bidule a dit ci, Bidule a dit ça, machin et tout. Donc, je le dis clairement. Aujourd'hui, on va se baser sur les sources que moi j'ai eues sur le sujet qu'on traite. Donc, si vous voulez, depuis l'annonce du live, on m'a envoyé vraiment beaucoup de rumeurs. On m'a envoyé juste des rumeurs, donc ça ne veut pas dire que ce sont forcément des choses qui sont fausses. C'est la manière dont on me les a envoyées. On m'a envoyé des faits sans aucune preuve ni source, et on m'a dit de les croire parce que d'autres gens avaient dit que c'était vrai. Donc, ça, moi, je ne peux pas travailler avec ça. Je ne peux pas m'en servir. Moi, je me considère comme journaliste, j'ai une formation dans la recherche, pour moi, ça n'a pas de valeur, je ne travaille pas avec ce genre d'informations. Si on me fournit les sources, peut-être que les gens vont me les fournir au fur et à mesure, hein. J'ai annoncé le live hier, tout le monde n'a pas eu le temps de tout m'envoyer et tout, pourquoi pas, on en reparlera et c'est intéressant. Mais dans la situation qui est la mienne, à savoir que je ne pouvais pas vérifier l'intégralité des informations qu'on m'a envoyées, il y en a beaucoup trop et ça partait dans tous les sens, ben, j'ai dû m'en tenir à un moment à ce que j'avais comme matériel de base, c'est-à-dire ce qui a été montré du doigt dans les principales grosses vidéos qu'il y a actuellement sur l'affaire Marion Séclin, et ça tombe plutôt bien parce qu'en fait dans la plupart de ces vidéos on parle que d'un seul truc, l'affaire donc liée au foulard. Donc ce que je vais vous demander aujourd'hui, règle numéro 1, ben, c'est qu'on va s'en tenir à ça. Oui, mais alors on m'a dit qu'elle était amie avec nanani nanana, oui, mais en 2012 je crois que... Je vous dis pas que pour une vidéo longue sur YouTube et tout, ce serait pas pertinent. Je vous dis pas que sur un débat ailleurs et tout, ce serait pas pertinent. Je vous dis qu'ici, moi dans le chat, je ne pourrais pas vérifier les informations. Je n'ai pas pu le faire avant parce que ben, soit c'était trop court, soit les gens malheureusement m'envoyaient, 100% des gens là m'ont envoyé des informations sans les sourcer par exemple. C'est vous dire la mécanique de la rumeur, à quel point elle est ancrée dans l'ADN aujourd'hui des gens sur les réseaux. Des dizaines et des dizaines de messages, zéro source. Donc moi, à un moment donné, le but de cette vidéo, de toute façon, c'est pas de faire le procès de Marion Séclin, ni le procès des personnes qui ont réagi à la vidéo de Marion Séclin, mais ça va être de toute façon réfléchir à la polémique et réfléchir à notre rapport à gauche aux polémiques. Donc on s'en tient à cette affaire, c'est largement suffisant. Vous allez voir que ça va déjà suffisamment loin tout ce que j'ai à proposer. Donc, origine de la polémique. Marion Séclin, c'est une créatrice de contenu qui est sur Internet depuis assez longtemps, depuis 2012, et en vidéo, pendant des années, elle a tenu des discours qui étaient des discours féministes, et elle a eu une posture féministe en ligne assez importante, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est associée, elle est perçue comme une représentante du féminisme en France. Voilà, quelqu'un qui en ligne a beaucoup parlé de féminisme, qui est associé au féminisme, sans être non plus une politicienne ou une militante professionnelle. Au départ, je crois qu'elle est actrice, et qui a subi vraiment un acharnement gigantesque de la part de l'extrême droite pendant, mais vraiment, je pense qu'on peut commencer à parler d'une décennie maintenant, hein. Donc, Marion Séclin, il y a quelques jours, elle publie un réel sur son compte Instagram, donc une petite vidéo qui est en fait une publicité pour la marque Louise Micha qui lui a offert un foulard. C'est un genre de placement de produit, la marque lui offre le foulard, elle fait une petite vidéo, elle se filme et en gros, c'est très très court, ça prend la forme d'un faux tuto avec un angle un peu ironique, humour, ce qui est un peu sa patte et sa manière de faire. Elle est facecam, elle met le foulard, je vais pas montrer la vidéo, je l'ai retrouvée, mais elle l'a supprimée, et je me dis, est-ce que c'est bien utile? Finalement non. Donc, elle est facecam, elle met le foulard en question, et là elle dit, hello et bienvenue dans ce nouveau tuto, voici une manière de porter le foulard autour du cou, voilà, c'est à ça que ça sert à la base, hein. De rien, allez, bye. Voilà, ça c'est la vidéo, ça fait à peu près 10 secondes, et à partir de là, c'est shitstorm. Le problème, c'est le mot foulard. Pour beaucoup de personnes, la phrase de Marion Séclin, en fait, elle est perçue comme une remise en question du port du foulard dans un contexte religieux. Et du coup, sur TikTok, il y a pas mal de comptes engagés, militants, des comptes très bien, hein, certains comptes que je suis même depuis quelques temps maintenant, quelques années même, hein, qui l'ont rapidement accusé de faire preuve d'islamophobie. En gros, l'idée, c'est que sa vidéo serait une référence déguisée au hijab. On a par exemple Sid, qui est une influenceuse militante assez importante sur TikTok. Je la cite parce qu'elle a déjà 100 000 abonnés, elle a plus d'abonnés que moi, c'est
c'est une figure voilà, publique qui parle en son nom, qui est invitée parfois dans des médias. Ça a été une des premières à en parler. Un bon exemple du type de reproches qui ont été faits à Marion Séclin. Elle a fait une vidéo qui s'intitule « Marion Séclin, réel islamophobe » où elle parle donc de ce tuto. Et pour Sid, ça fait pas l'ombre d'un doute, c'est une référence aux femmes musulmanes. En disant qu'on ne peut porter un foulard qu'autour du cou, Marion Séclin sous-entendrait pour Sid qu'on ne peut pas porter le foulard sur la tête. Pour elle, c'est clairement une attaque contre toutes celles qui portent le foulard par conviction religieuse. Sid donc lance un appel au boycott de Marion Séclin en la comparant au groupe d'extrême droite Némésis. Elle le dit comme ça dans sa vidéo, elle dit voilà, moi si j'étais vous, j'arrêterais de la suivre, je boycotterais cette personne en parlant de Marion Séclin. Mais vous allez voir, et je tiens à l'expliquer parce que je vois qu'il y a des gens qui disent non mais ça va trop loin, vigilance militante, nanana. Vous allez voir que, attention, le but du jeu, c'est pas de tirer sur les uns et sur les autres. C'est le but on est des gens qui réfléchissent. Donc, on va analyser la réaction de Sid aussi. On va se demander, est-ce qu'il n'y a pas un petit contexte? C'est assez intéressant, en fait, du coup, de voir que direct, réaction très forte, levée de bouclier, la même position pour toutes les personnes que ça a énervé. Marion Séclin voudrait envoyer un message islamophobe. Plein de vidéos vont parler de ça. Un autre gros compte qui s'appelle par exemple Maëva BJR, donc Maëva Bonjour, je suppose, qui dit pour elle, c'est une tentative de faire un buzz islamophobe. Hein, c'est une vidéo de Maëva qui dit ça. Hein. Pour elle, c'est comme Thibaut InShape. En gros, elle explique, je cite, on en a un peu ras-le-bol que quand un créateur, une créatrice de contenu a besoin de buzz, de bad buzz, ils se disent que le racisme, ça va être la facilité. Il y a une vraie mobilisation qui se fait autour de ça, et Marion Séclin, elle est un peu jetée dans le mixeur en mode clairement c'est islamophobe, ce qu'elle a dit c'est islamophobe, c'est sûr c'est islamophobe. Aujourd'hui, vous allez sous n'importe quelle vidéo récente de Marion Séclin, il y a des centaines de messages qui parlent de ça. J'ai fait la vérification hier, des gens qui lui disent ça va l'islamophobe qui méprise les femmes qui portent le voile. Enfin, ça va hyper loin. On parle de messages, mais vraiment envoyés en boucle. Là, commence à se poser la question de à quel moment on bascule pas toutes et tous ensemble dans une forme de harcèlement au lieu d'être dans une dénonciation juste d'un problème. Mais ça, à nouveau, c'est des choses dont on va parler plus tard. Quel lien as-tu avec Marion Séclin et son entourage? C'est des gens, je les fréquente tout le temps là. Elle est derrière ma chaise, elle est comme ça, elle me dit quoi dire. Non, je la connais pas, j'ai jamais vu de ma vie. Connais pas ces gens, je suis pas parisien, je connais pas les gens de Paris. Mais c'est une bonne question, t'as raison de la poser. C'est des gens, je ne les connais pas. Je ne connais ni Sid ni rien. Je ne connais pas Marion Séclin. Je n'ai aucun intérêt ni avec les uns ni avec les autres. Et soyons honnêtes, je vais juste me foutre dans la merde en faisant cette vidéo. Et si je la fais, c'est pour une raison importante. C'est en fait parce que j'ai reçu un message au moment en fait de la polémique où je me suis dit ça c'est vraiment pas possible. J'ai eu un message en gros sur Insta de quelqu'un qui me disait putain t'as vu Marion Séclin et Nekfeu dans la même journée à cancel, franchement ça fait chier. Attends quoi? Quoi? Là on parle quand même d'un mec Nekfeu qui est accusé de viol, de multiples viols sur son ex-compagne. Quand j'ai eu ce message sur Nekfeu et Marion Séclin qui les mettaient dos à dos comme si c'était pareil, je me suis dit non mais là il faut qu'on pose un peu les trucs, il faut qu'on soit plus carré parce qu'on peut pas faire ça. Donc je me suis dit ok, on va voir. On va voir ce qu'on peut dire de ça, on va essayer de réfléchir, on va essayer d'amener des sources, je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer d'être le plus carré possible pour comprendre ce qui se passe. La première chose qu'on va essayer de comprendre, c'est la réaction des TikTokers et TikTokeuses. Pourquoi cette réaction? Pourquoi avoir eu un lever de bouclier aussi forte immédiatement? Eh bien tout simplement parce qu'on est dans un contexte politique particulier. Et à un moment donné, ça fait totalement sens, leur réaction, et je le dis clairement, ça fait totalement sens dans le contexte politique français. Concernant la question du hijab, il y a un énorme problème en France. La philosophe Ouria Bentouami, qui a écrit un très bon article sur le sujet, explique que en France, le hijab est politiquement construit comme un objet phobogène. Ça veut dire en gros que c'est un objet dont on a fait un symbole politique, c'est un objet dont on parle tout le temps, en permanence, et c'est toujours pour le présenter comme quelque chose de terrifiant, qui génère de l'anxiété, de la peur, un objet qu'on rejette vraiment profondément, viscéralement, comme si on en avait vraiment une phobie. Et ce rejet, il est à l'origine d'une traque juridique et administrative ordinaire qui fait que le voile, sous quelque forme qu'il puisse se présenter, va être rejeté à l'extérieur de la société, montré du doigt, c'est une catastrophe. Il y a vraiment des lois, des polémiques sans fin en permanence qui durent depuis plus de 30 ans.
30 ans. C'est très très long. Ouria Bentuamine dit à ce propos que le voile est constitué en France comme un problème, pire encore comme une catégorie monstrueuse au sein de la République française qui appelle sa correction, voire son bannissement hors de l'espace public de la visibilité ordinaire. Et c'est exactement ce que propose de faire par exemple Marine Le Pen. Marine Le Pen, si elle gagne les élections, elle a clairement dit, par exemple, en 2022, dans l'entre-deux tours de la campagne, lorsqu'elle était en débat avec Macron, il me semble, elle avait dit que pour elle, je cite, le voile était un uniforme imposé par les islamistes, qu'une grande partie des femmes qui mettaient le voile ne pouvaient pas faire autrement, même si elles n'osaient pas le dire. Donc ça, c'est des stéréotypes, c'est le discours de Marine Le Pen. Et pour elle, du coup, il fallait absolument interdire le voile, et elle disait qu'elle interdirait le voile dans l'espace public en cas de victoire à la présidentielle. Et c'est des propos qu'on retrouve au-delà de l'extrême droite. En 2016, on avait eu Valls qui voulait interdire le voile à l'université, ça avait fait des énormes polémiques aussi à l'époque. À l'époque de Sarkozy, on faisait des débats sans fin sur le voile et l'identité nationale. Et c'est toujours des polémiques qui sont faites avec l'excuse de non mais on fait ça pour les femmes. Attention, évidemment, nous, on ne fait pas ça par islamophobie. Si Sarkozy, par exemple, voulait interdire le voile et tout, c'était pour protéger les femmes parce que, je cite, c'était Sarko qui disait ça à l'époque, les islamistes veulent soumettre les femmes. Et donc, il faut... Sarkozy, c'est quand même un grand féministe. L'UMP, les Républicains, des gens qui se sont toujours, quand ils ont été au pouvoir, illustrés par leur lutte pour l'égalité salariale, pour le droit des femmes. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je rappelle qu'à la même époque où Sarkozy tient des discours sur le voile, lui et son parti ont préféré payer 3,5 millions d'euros d'amende, 3,5 millions, plutôt que de présenter des femmes aux législatives. Ces mecs sont tellement sexistes qu'ils préfèrent payer 3,5 millions d'euros d'amende et manquer de couler leur parti que de présenter des femmes aux élections. Pareil pour Marine Le Pen, un meilleur allié des femmes, qui parle d'avortement de confort. On est sur des gens qui sont à 100% dans un réflexe islamophobe. Un réflexe islamophobe qui ne cesse de se répéter. Sur la question du voile, on a eu aussi une énorme polémique pour les JO. Les athlètes françaises n'ont pas eu le droit de porter le voile au prétexte de la laïcité. Amnesty International d'ailleurs a publié un rapport à ce propos où il note qu'il y a une hypocrisie discriminatoire des autorités françaises qui bafoue le droit international relatif aux droits humains concernant le voile. Même les Nations Unies ont souligné à propos de la question du voile au JO par exemple que personne ne doit imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou pas. On a les Nations Unies qui sont pas, excuse-moi, c'est pas le wokisme non plus, qui viennent un peu taper sur les doigts pour dire non mais attendez, là ce qui se passe en France c'est un délire, on dit aux femmes comment elles doivent s'habiller en fait d'une certaine manière, et il y a un type de vêtement qui est acceptable et un autre qui ne l'est pas. L'extrême droite, la droite et finalement une majorité de l'opinion politique et médiatique française stigmatise en permanence les personnes qui portent le voile. Seulement, moi, je suis 100% d'accord avec l'avis des Nations Unies. Personne ne doit imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou pas. Parce qu'en réalité, si on regarde toutes les affaires de voile, en fait, n'utilisent le féminisme que comme une excuse à la stigmatisation de personnes musulmanes. C'est simplement un prétexte. On perçoit, en fait, toujours le port du hijab comme une preuve de soumission aux hommes musulmans. Ça, c'est ce que Sarkozy disait sur le voile. Ah non, mais attention, c'est pas un problème religieux, c'est un problème de liberté, de dignité des femmes. Sauf qu'en fait, les personnes, on ne leur demande jamais leur avis. Les personnes qu'on n'entend pas dans toutes ces polémiques, les personnes qui sont invisibles et qui sont cachées, c'est les femmes voilées. On dit qu'on va sauver les femmes voilées, mais c'est-à-dire, on va les sauver de quoi? Parce que déjà, on se base pas sur une statistique, on se base pas sur quelque chose de vérifié qui montrerait que la plupart ou la grande majorité, 90,7% des femmes voilées seraient contraintes. Et ça, la sociologue Fatina Abili, elle dit un truc intéressant, elle dit il y a une hyper-visibilité du voile, mais une invisibilité des voilés. C'est qu'on est en permanence en train de prétendre qu'on va sauver des gens qu'on ne voit jamais. Les femmes voilées sont invisibles des débats publics sur le voile, où on est en permanence en train de parler à leur place, sans jamais les laisser s'exprimer. On a installé dans notre débat public une vision qui est, faut être clair, très coloniale de la femme qui porte un hijab. En France, la femme qui porte le hijab est tout de suite perçue comme n'ayant aucune agentivité et n'ayant aucune capacité à penser par elle-même. Elle est 100% une femme soumise, un objet manipulé par les hommes qui lui disent quoi faire, qui lui disent comment penser. Elle n'a pas d'intelligence, ce n'est pas une adulte, elle n'est pas capable de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Ce n'est pas possible qu'elle ait par exemple une foi religieuse, qu'elle puisse exprimer une piété qui soit la preuve d'un rapport philosophique complexe au monde, à la mort, un rapport à la vie, et que ce soit en fait une décision.
elle est forcément endoctrinée, c'est une victime à qui on note en fait toute capacité de décision. Elle ne peut pas avoir fait un choix religieux librement. C'est une soumise et la mission civilisatrice de la société française sera forcément d'arriver pour la sauver, même s'il faut la sauver contre son gré. On va lui enlever le voile, parce que ce sera la libérer, même si c'est contre son gré. On la sauvera d'une domination, quitte à la dominer. L'afroféministe et théologienne Ndella Pai Diouf, qui est quand même assez spécialiste de la question, elle a un discours super intéressant sur ça. Elle dit, en gros, que concernant la logique d'exclusion des musulmanes voilées de l'espace public, en fait, qu'on fait un féminisme qui est un féminisme totalement dévoyé. Elle dit, le féminisme ne peut consister à sauver les femmes non blanches que l'on a préalablement minorisées et renvoyées du côté du consentement à l'oppression. Et du coup, Ndella Pai Diouf, elle dit « Pourquoi exiger de moi que j'enlève mon foulard parce que certaines ont lutté pour se dénuder? En quoi ce bout de tissu que j'ai sur la tête remet en cause des années de lutte des femmes? En fait, ce qu'on me dit depuis des dizaines d'années, c'est « Ton corps nous appartient ». C'est hyper intéressant comme discours parce que ça démontre une réalité. Ça montre que le discours sur le voile, c'est pas un débat religieux. C'est en fait un débat sur le fait de considérer seulement les femmes musulmanes comme des êtres humains, comme des êtres capables d'une pensée consciente, complexe, d'une analyse, d'un choix, d'une réflexion et d'une pensée politique. Tous les débats qu'il y a autour de la question du voile sont un débat totalement dévoyé qui finissent par dire, comme le dit Ndella Pai Diouf, à la manière d'un discours patriarcal et de tous les discours patriarcaux, à des femmes, ton corps nous appartient. Dans la société française, on a érigé en fait une pratique légitime de ce qu'est une femme libre, une femme qui serait moderne, une femme qui serait émancipée. Il y a une bonne manière d'être une femme libre. Et en fait, le fait de porter un foulard de son plein gré, ça c'est Fatia Hajbili qui dit ça, c'est une sociologue, elle dit en gros que le fait de porter un foulard de son plein gré, ça introduit un usage du corps qui est totalement éloigné et même en opposition avec la rhétorique légitime de la femme libre. Donc avec le discours politique qui dit voilà, regardez les femmes, on vous a laissé vous émanciper, une bonne femme émancipée, elle doit se comporter de telle manière. Et c'est votre manière d'être libre et votre liberté ne peut exister que comme ça. Non Mathieu, il n'y a aucune bonne façon d'être une femme libre, quoi qu'on fasse, on a toujours tort. Mais exactement Sarah Dayan, c'est exactement ça. C'est en fait, si vous voulez, c'est un stéréotype. Et le voile, c'est exactement ce que ça démontre. Toutes les polémiques autour du voile, ou le fait d'avoir le droit ou non de porter un voile, nanana, et le fait que des hommes se sentent autorisés à dire à des femmes et la société dans son ensemble se disent autorisés à dire en permanence à des femmes ce qu'elles doivent faire et comment elles doivent le faire et comment est-ce qu'elles doivent disposer de leur corps, quels usages du corps elles doivent avoir, ça montre qu'en réalité, la femme libre, c'est juste un interstice de liberté accepté par le dominant. Ce n'est pas un espace de liberté. C'est faux. C'est là où le dominant décide que vous avez le droit de vous croire libre, mais ce n'est pas de la liberté. On peut être totalement libre et porter un foulard. Comme la plupart des religions, l'islam n'est pas un monolithe. Il y a plein de variations dans les pratiques, il y a du pluralisme, il y a plein de manières d'aborder son rapport à la foi. Ce bloc, ce monolithe d'une islam méchante, patriarcale, réactionnaire et tout, qui est inscrit dans la tête des gens, en fait, c'est surtout un discours politique de discrimination envers les musulmans. On rejette en fait que une réalité qui est la réalité observable, hein, si vous allez lire la plupart des travaux de terrain qui ont été faits sur le port du voile, qui interrogent et qui discutent avec des femmes qui le portent, eh ben on voit dans les conversations que on a affaire à des femmes qui ne sont pas contraintes ni par leur père, ni par leur frère, ni par leur mari, qu'en fait elles font un choix qui est un choix d'adulte, un choix individuel qui est lié à leur rapport à Dieu, qui est lié à leur rapport à la société, qui est lié à leur rapport à la culture. Il y a plein en fait de manières de faire ce choix-là. Et oui, bien sûr, il peut y avoir des femmes contraintes. Évidemment, il y a des dérives, comme dans tout mouvement religieux, mais pire que ça, en fait, comme dans tout mouvement social, il peut y avoir des dérives, des contraintes, mais ça n'est pas une spécificité de l'islam. C'est faux d'en faire une généralité, il n'y a rien qui démontre ça, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de preuves. C'est une représentation collective inscrite dans la tête des gens et qui ne se fonde sur rien d'autre qu'un racisme intériorisé. Je le redis, mais systématiquement, ceux qui prétendent sauver les femmes, regardez les discours publics et politiques sur les femmes voilées, il n'y a jamais de discours basé sur des données observables telles que des chiffres ou au moins des recueils de témoignages à grande échelle. Il n'y a aucune méthodologie là-dedans, c'est simplement du oui, on voit de plus en plus de femmes voilées, elles sont écrasées, nanani, nanana. À un moment donné, je suis désolé, mais c'est ton avis frérot, mais c'est pas la réalité. Le rejet
hyper violent du voile, du hijab, tel qu'il s'est inscrit dans la société française, ne se base sur rien d'autre qu'un stéréotype colonial qui a fait de l'islam en fait une religion qui serait forcément rétrograde et totalement antagoniste avec la société française, qui serait elle un grand modèle de modernité et d'égalité. Donc ça se base sur des stéréotypes qui sont des stéréotypes coloniaux, racistes, et spoiler, excusez-moi, mais attention, j'espère que vous êtes bien assis, hein, j'espère que vous êtes bien installés, vous allez être choqués. Préparez-vous, spoiler, la société française n'est pas moderne et égalitaire, elle n'est ni l'un ni l'autre. En fait, en tirant sur les musulmans, la France se dédouane à 100% de sa propre culture sexiste. En gros, la France a trouvé la recette magique, parce que en parlant du voile, on peut à la fois stigmatiser les personnes musulmanes et à travers elles les groupes de personnes racisées qu'on a toujours ciblés dans nos discours publics, mais en plus de ça, on peut se dédouaner soi-même de son propre sexisme en fabriquant un fantasme où le sexisme serait spécifique aux populations musulmanes, en gros le fantasme de cette domination d'hommes étrangers, racisés, forcément patriarcaux et bien plus archaïques que nous. En fait, on fabrique un fantasme où le sexisme leur serait spécifique et ne pourrait pas toucher la communauté nationale qui est en fait pensée uniquement par ces gens-là comme étant la communauté blanche, chrétienne, etc., etc. Ça permet donc à la fois de justifier un discours raciste envers ces populations qui sont en fait des populations stigmatisées depuis très longtemps en France, mais maintenant la justification ne se fait plus au prétexte de la race ou je ne sais quoi, mais au prétexte d'une différence culturelle liée à la religion qui fait que ces gens-là sont inassimilables dans la société. Et le but, c'est évidemment pas de sauver les femmes, mais de provoquer une confrontation avec l'islam et in fine de cibler donc les populations racisées et de justifier des politiques qui sont des politiques ultra discriminantes. C'est bien pratique ce truc. On projette le sexisme, la domination patriarcale chez un autre, chez en fait un espèce de fantasme d'un groupe social qui est lui totalement inacceptable dans notre société, et on n'a pas à aller regarder chez nous, on n'a pas à aller regarder sous la chaise et se dire ah mais attendez, est-ce que c'est pas nous un peu les gros connard sexiste. Non. Donc on peut avoir, mais ça c'est magique, hein, à la fois des discours donc de pseudo-libération des femmes musulmanes, simultanément à des discours antiféministes en mode non mais de quoi vous vous plaignez, nous on est progressistes, regardez, on n'est pas comme ces musulmans qui vous forcent à vous voiler. Donc on justifie le racisme et on légitime en fait le rejet des combats contre la discrimination, notamment le sexisme. En France, le défenseur des droits fait état d'une tendance à utiliser le terme musulman pour évoquer de fait les personnes immigrées ou perçues comme arabes, confirmant que le marqueur religieux tend à redoubler le marqueur racial. Donc en gros, on est vraiment dans un pays où les racistes utilisent l'islam pour cacher leur racisme. Et c'est pour ça, par exemple, que chez Amnesty International, ils ne parlent plus pour la France d'islamophobie, mais de racisme anti-musulman. En fait, on a un débat public à dégénérer à un point où aujourd'hui, la question du voile est devenue en fait une manière de cibler l'islam qui est en fait une manière de justifier, de légitimer le racisme, et c'est pour ça qu'on retrouve ça en permanence dans tous les discours publics. On est dans un contexte où il y a une obsession raciste et islamophobe en France contre les femmes musulmanes, et clairement ça justifie une certaine vigilance, parce que les personnes qui subissent ça, elles le vivent en permanence, elles s'en prennent plein la tronche, c'est d'une violence rare. Cette vigilance, elle est d'autant plus légitime que, comme on l'a vu, le discours islamophobe, c'est un discours qui avance masqué. C'est un discours de discrimination qui prétend être autre chose que ce qu'il est. C'est vraiment assez impressionnant de voir à quel point ça va venir se cacher derrière des prétextes, par exemple, le féminisme, le droit des femmes. Ah non, mais attendez. Raciste, nous. Raciste, moi raciste. Quotidiennement, dans nos médias, à la télé, dans nos discours politiques les plus normalisés, il y a des discours ultra-islamophobes qui se justifient sous des prétextes divers et variés, notamment le féminisme. Donc pour les personnes concernées, à un moment donné, oui, il y a une analyse permanente des discours publics pour détecter les occurrences islamophobes, violentes, et dire oh là là, attendez, un tel, là, regardez ce qu'il dit, c'est islamophobe. Pour ces personnes qui tombent sur une vidéo comme la vidéo de Marion Séclin, on peut se dire, pourquoi pas
qu'il peut y avoir une réaction à un moment de défense en se disant putain, encore un tir sur les musulmans, quoi, encore je me prends une balle. Oh my god, avec tout ça j'ai oublié qu'on parlait de Marion Séclin. Mais oui, on parle de Marion Séclin, mais ça me paraît clair quand même. Je trouvais que c'était quand même très important de revenir sur tout ça parce que ça montre qu'il y a un contexte particulier qui légitime et qui justifie une grosse attention sur ces questions-là. Ça, vraiment, ça fait pas l'ombre d'un doute. Et en plus, dans l'affaire Marion Séclin, donc on revient à notre affaire de foulard, à un moment donné, il y a une nouvelle catégorie de joueurs qui rentrent dans la partie, qui vont encore plus légitimer, je pense, les personnes qui ont dénoncé la vidéo de Marion Séclin dans leur idée que ce qu'il et elle faisaient était juste. Il y a les fachos qui débarquent. C'est... Pas de chance, voilà, c'était déjà compliqué, et il y a les fachos qui se mêlent au bordel. Il y a le collectif islamophobe et transphobe Némésis, donc qui est le collectif d'extrême droite qui appartient à la détestable Alice Cordier, qui vient en profiter pour chier sa mère d'islamophobe dans les commentaires. On a Marguerite Stern qui s'ajoute à l'affaire, qui s'en empare pour un peu se misérabiliser sous prétexte d'un soutien à Marion Séclin. Je vous lis un post X de Marguerite Stern qui nous dit Marion Séclin est en train de se prendre une vague de cyberharcèlement de la part de féministes qui estiment qu'elle a fait une mauvaise blague sur le port du foulard. Je lui apporte évidemment tout mon soutien. Et après ça part sur genre je pense 15 lignes où elle chiale sur elle-même et elle dit que les vrais féministes ne l'ont jamais soutenue, et évidemment elle dit des trucs transphobes parce que sinon ce serait pas Marguerite Stern. Si elle dit pas un truc transphobe toutes les 2 minutes elle prend feu. Donc, évidemment ça a été hyper remarqué par les détracteurs de Marion Séclin qui ont vu en fait dans ce soutien de l'extrême droite à la vidéo, parce que c'est pas réellement un Marion Séclin, comprenons-nous bien, ils ont vu là-dedans une marque de connivence. Et par exemple sous la vidéo de Sid, donc la première vidéo dont je vous parlais, qui a été une des premières vidéos à dénoncer la vidéo de Marion Séclin en disant que c'était islamophobe et tout, il y a quelqu'un qui avait posté un commentaire qui disait les gens qui défendent font partie du problème, surtout que dans les commentaires il y a Némésis qui la soutient, et Sid lui avait répondu c'est un énorme en majuscule indicateur quand même. Plein de gens sur X, plein de gens sur TikTok ont tenu à peu près la même ligne. En gros, si Némésis soutient Marion, c'est que Marion a tort. C'est qu'elle a forcément tort. Et est-ce que c'est pas la preuve que, en fait, elle est un peu d'accord et que c'est ce public-là qu'elle est venue chercher et tout. Et du coup, il y avait quand même cette espèce d'association de dire non mais attendez, Marion elle est soutenue par Némésis, est-ce qu'elle serait pas un peu pote avec Némésis? Est-ce que ça voudrait pas dire que finalement ils sont un peu dans le même sac, quoi? Sauf que c'est hyper injuste. C'est hyper injuste. Ça fait des années que des collectifs de fachos comme Némésis, comme Génération Identitaire et tout, bouffent à tous les râteliers en ligne. On l'a encore vu il y a pas longtemps avec Bardella, par exemple, qui a affiché son soutien à la famille d'Inoxtag après un cambriolage. Ça fait pas d'Inoxtag un facho, hein. C'est pas comme ça que ça se transmet, le racisme. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas parce que l'extrême droite vous soutient que vous y pouvez quelque chose. Némésis apporte son soutien en permanence à des personnes victimes de viol ou vient se coller sur des faits divers qu'elle pense associés à l'immigration ou à des personnes musulmanes, etc., etc. Et ça ne fait pas des victimes de ces affaires des gens qui sont d'accord et qui adhèrent au mouvement Némésis. Ça n'a pas de sens. La réalité, c'est que la droite et l'extrême droite, ils se régalent. Ils sont hyper contents de la situation. C'est pas du tout du soutien, c'est de l'instrumentalisation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Le Point en a fait un article, que Psychodélique en a parlé. Pour eux, c'est une manière de montrer qu'il y a une radicalité du wokisme, les méchants wokismes, la dictature des minorités. Mais Marion Séclin, elle y peut quoi dans l'affaire? Rien. Excusez-moi. Elle y est pour rien. Qu'est-ce qu'elle y a fait? Rien. Elle y peut pas grand-chose. C'est quand même un problème parce que ça crée un double effet qui se coule. Ce que ça montre aussi dans les commentaires sous la vidéo de Sid, c'est que tous les gens qui vont défendre Marion Séclin vont se retrouver immédiatement mis dans le même sac que les fachos. Le commentaire, ça disait les gens qui la défendent font partie du problème, surtout que dans les commentaires, il y a Némésis qui la soutient. Sous-entendu, attendez, maintenant, si vous êtes d'accord avec elle, vous soutenez Némésis et vous êtes d'accord avec Némésis. Donc ça vient de... la meuf fait une vidéo, Némésis vient se foutre dans les commentaires en prétendant la soutenir. Si vous vous mettez à la soutenir, vous êtes d'accord avec Némésis et vous êtes d'accord... Enfin, je te dis, attendez, hop, ça part en couille, là. Ça part en couille, on va pas s'en sortir. Mathieu Burgalassi, si t'avais Némésis dans tes commentaires, tu
je leur répondrais d'aller se faire cuire le cul, je pense, le silence est effectivement suspect. Mais pas du tout, mais excusez-moi, mais allez sous ma vidéo sur le sport, il y a des gens dans les commentaires, mais c'est des fous furieux. J'ai jamais répondu, à un moment t'arrêtes, vous vous rendez compte le nombre de commentaires, mais je pense que vous avez pas idée du truc. Vous vous rendez pas compte le nombre de commentaires que t'as, et dans un bad buzz, en fait, le problème, c'est que même si tu désactives tes notifications, les gens viennent sur toutes tes vidéos. Ils sont partout. T'as des milliers de notifications. Tu ne vois plus rien. Toi, tu vas aller dans les commentaires, tu vois le commentaire de Nemesis. Tu dis non, mais c'est une évidence. Pourquoi elle répond pas? Elle s'en bat les couilles. Mais non, elle s'en bat pas les couilles. Simplement, en fait, à un moment donné, t'as fermé le téléphone. Dans les commentaires, tu réponds jusqu'à un certain stade. La vidéo sur le sport où je me suis pris un bad buzz avec Camille, moi, à un moment donné, j'ai fait le choix d'essayer de répondre au plus de trucs possible et j'ai pas réussi. J'en ai raté, mais des milliers. Et en discutant avec Camille, elle m'a dit franchement, après le premier jour, elle m'a dit je suis désolé mais j'y vais pas, c'est horrible, je supporte plus donc je vais laisser. Et je lui ai dit t'inquiète, je m'en occupe, je prends, c'est moi qui ai proposé la vidéo, je m'en occupe, je vais répondre et tout, je vais faire les débats, machin et tout. Je suis monté au créneau, mais ça m'a pris une énergie mentale, ça m'a mis dans un état, vous m'auriez vu l'état dans lequel j'étais. J'étais au bout, du bout. C'est beaucoup trop facile de dire « Non, mais elle aurait dû répondre à tel commentaire ou ci ou ça » quand t'es dans un espèce de bad buzz, que tu reçois des sollicitations permanentes de tous les côtés. Je pense que le premier réflexe de tout le monde, c'est de lâcher, quoi. C'est de dire oh, non mais s'il vous plaît, stop, tu balances le truc et tu veux plus y toucher, quoi. Je trouve, par exemple, sur cette question d'association à l'extrême droite, je trouve que ça va beaucoup trop vite. Je comprends qu'on puisse être attentif à des commentaires et tout, je dis pas, mais là, c'est pas comme si elle avait accepté ou reconnu ce soutien de qui que ce soit. En fait, c'est une instrumentalisation de l'extrême droite, on ne peut pas être tenu responsable de ce genre de choses. Donc, on a un climat islamophobe extrêmement net en France, avec des violences permanentes envers les personnes musulmanes et plus spécifiquement envers les personnes qui portent le voile. On a l'extrême droite qui vient s'emparer du truc et essaie d'instrumentaliser le truc très rapidement. À un moment donné, on peut se dire ouais, ok, là, il y a un sentiment de problème. Est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Est-ce qu'il n'y a pas un gros souci? Sauf que ça aurait peut-être valu le coup de se poser un peu 2 minutes, parce que la vidéo de Marion Séclin, est-ce que c'est vraiment un tir de plus contre les musulmans? C'est la question à se poser. On va revenir sur la vidéo elle-même. J'insiste sur le fait que je nie pas le contexte islamophobe, hein. Je le reconnais et tout, mais il faut se demander, est-ce que vraiment cette vidéo, on l'a pas compris de travers? Je trouve que y a un souci quand on commence à regarder de plus près les réactions des gens et l'opinion que ont eu les gens, leurs réactions par rapport à la vidéo de Marion Séclin au départ. Et ça se voit hyper bien dans les commentaires quand vous allez sous la vidéo de Sid, par exemple, qui a dénoncé le truc. Il y a une question qui revient tout le temps, et vous retrouvez la même dans la réponse qu'a fait Marion Séclin après, que je vous lirai plus tard. Et à chaque fois, la même question revient. Je vais en citer une d'un gars qui s'appelle Tom. J'ai pris ça totalement au pif. C'est la première que j'ai trouvée, mais il y en a eu plein d'autres. Et Tom demande « Mais elle parle d'un foulard, pas d'un voile. Je comprends pas. » Et dans le chat, celles et ceux qui étaient là au tout début, vous avez entendu exactement ou lu exactement les mêmes commentaires. Et c'est hyper important. Clairement, à ce niveau-là, il y a 2 teams extrêmement séparés. Il y a celles qui se disent « Mais attendez, elle parle pas du voile !» Et celles pour qui c'est « Mais c'est évident, elle parle du voile !» Je vois Lady qui dit non, mais on parle de foulard islamique aussi, faut arrêter. Mais justement, on va voir si c'est aussi simple et vous allez voir que ça dépend énormément du contexte. Et je vais vous sourcer ça. Et dites-vous que peut-être que ce qui vous semble évident ne l'est pas pour d'autres. Votre position sociale n'est pas universellement partagée. C'est très important. En France, le mot foulard a un usage sémantique polysémique. En gros, selon les contextes, il n'a pas le même sens. Je vais parler de Miana Bayani, qui est une autrice engagée dans la lutte contre l'islamophobie, qui est assez présente sur les réseaux sociaux et qui en a parlé plusieurs fois, qui a fait un très bon post d'ailleurs, où elle explique pourquoi, selon elle, il faut plutôt utiliser le mot foulard que le mot voile, qui expliquait un truc que je ne savais pas, mais qui explique qu'en France, au départ, on ne parle pas de voile. On ne parle pas de voile dans les grandes polémiques nationales. On parle de
foulard. En 1989, quand il y a la première grande polémique sur le port du hijab, le principal du collège de Creil, qui est à ce moment-là en fait un collège où il va y avoir 3 jeunes filles qui sont exclues, en fait il ne les exclut pas parce qu'elles portent le voile, c'est pas comme ça que c'est présenté dans les médias, mais parce qu'elles portent un foulard islamique, c'est comme ça qu'ils disent, qui serait contraire à la laïcité. C'est vraiment la première grande polémique nationale française en 1989 où ça va lancer toutes les polémiques ensuite en France autour de la question du foulard et du voile. Donc c'est vraiment une affaire qui fait boule de neige, qui va finir avec une loi de Jacques Chirac, une jurisprudence du Conseil d'État. Hyper intéressante la jurisprudence du Conseil d'État, je suis allé la lire, elle est assez surprenante parce qu'à l'époque, le Conseil d'État valide que le port du hijab à l'école est compatible avec la laïcité. Hein. C'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Hein. Et c'est en plus l'affaire de Creil, allez y jeter un œil, mais c'est vraiment ce qui a dégénéré dans toutes les polémiques islamophobes qu'on a depuis vraiment des années. Du coup, pour ce qui nous intéresse, à savoir la sémantique, ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, on ne parle pas de voile, pas du tout, mais de foulard. Tous les médias parlent de l'affaire des foulards de Creil, sauf, ça c'est un peu drôle en cherchant, je suis tombé sur le Figaro. Alors le titre du Figaro, mais c'est pépite. Le Figaro, donc tout le monde est là, ouais, les foulards de Creil, ouais, il y a un problème avec les foulards de Creil. Et le Figaro, leur titre, c'est les tchadors de la Discorde. Ils arrivent directement, c'est les tchadors de la Discorde. Faites attention, les tchadors de la Discorde. Mais en gros, ce qui se passe, en fait, c'est que sémantiquement, dans l'usage, au départ, on parle clairement de foulard et on associe, c'est le foulard islamique au mieux, ou sinon simplement le foulard. À partir des années 2000, ça change. En fait, le terme voile islamique commence à s'imposer et il n'est pas imposé par hasard. En fait, il est imposé dans le discours public par l'extrême droite. Miana Bayani l'explique, elle explique qu'en fait c'est un choix politique parce que une femme voilée c'est une femme, je cite Miana Bayani, une femme voilée c'est une femme dont la seule et unique caractéristique est le vêtement qu'elle porte sur la tête. C'est un adjectif qui lui colle à la peau et très vite elle n'est plus rien d'autre que ce qu'elle porte. Certaines parlent même seulement de voilée et là on élimine la femme dont il est question. Cette femme n'est plus qu'un vêtement et c'est facile de ne pas accorder de droit à un vêtement. Je trouve ça archi bien écrit et hyper intéressant comme principe. Je pense qu'il n'y a pas énormément à expliquer, hein, c'est explicite en soi, mais en fait, en substituant le mot voile au mot foulard, en fait, on fait des femmes voilées. Ça veut dire qu'elles sont forcées d'être voilées. On leur a collé sur la tête. Elles sont forcées de l'avoir. Une femme porte le foulard ou une femme est voilée. Le voile, on lui met, le foulard, elle le met. Et ça change tout. Nous ne vivons pas dans un pays de gauche progressiste. Donc cet usage du mot voilé va tout simplement s'imposer. Et ça va devenir de plus en plus normal. Et on va vraiment avoir une construction de l'expression femme voilée. Là, à nouveau, je cite Miana Bayani, c'est assez important, ce qu'elle explique. Dans l'expression femme voilée, la femme en question est un sujet passif. Elle est décrite, elle n'agit pas. C'est donc facile d'arguer qu'elle est victime de sa situation. À l'inverse, une femme qui porte un foulard, c'est une femme qui est le sujet de la phrase et donc de sa situation. C'est une femme qui en est actrice. Elle est maîtresse de ses choix. L'expression traduit un processus d'empouvoirment des femmes musulmanes qui agissent, qui avancent et qui décident par elles-mêmes. En fait, au départ, le mot hijab veut dire foulard, il veut pas dire voile. Mais, à un moment donné, il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation sémantique qui fait que le mot voile s'impose absolument partout. C'est le fait d'abord de l'extrême droite, puis le fait de la droite, qui voit en fait une manière d'installer dans les médias une représentation qui va dans le sens de leurs stéréotypes. Force est de constater que, en ce qui concerne notre affaire, ils ont gagné ce combat-là, ils ont gagné cette bataille culturelle. En fait, aujourd'hui, dans les médias, à l'usage dans le champ politique, mais dans le champ universitaire aussi, on utilise le mot voile et quasiment jamais le mot foulard. Tous les articles scientifiques que je vous ai cités depuis tout à l'heure, quasiment tous ces articles-là, qui sont écrits par des gens qui sont, excusez-moi, mais pas la moitié de personnes engagées. Hein. C'est des femmes, c'est souvent des femmes racisées, des femmes qui portent elles-mêmes le foulard. Eh bien, tous ces articles utilisaient le mot voile. Tous ces articles qui sont faits par des spécialistes, des femmes concernées, des femmes engagées, utilisaient le mot voile. Parce que c'est le mot qui s'est imposé, en fait. Selon l'espace culturel où vous avez grandi, il est possible qu'en fait, que vous ignoriez totalement que le mot foulard est un synonyme du mot voile. Ça paraît bizarre, mais c'est vraiment le cas, en fait. Et c'est pour ça qu'autant de gens dans les commentaires autour de cette polémique, vraiment, vous allez regarder les commentaires, c'est frappant. Il y en a plein qui disent, mais attendez, elle parle d'un foulard, elle parle pas d'un voile. Dans mon espace culturel, le foulard est lié au scoutisme, clairement.
légèrement. Ça dépend vraiment d'où vous vous situez, parce que c'est ce qu'on appelle une polysémie. En gros, le même mot n'a pas le même sens selon votre norme de référence culturelle. Et ça, c'est pas du tout un truc rare, hein. Si vous prenez en français, par exemple, le mot calice. Calice, pour nous, c'est une coupe pour boire le vin à la messe. Pour un Québécois, c'est une insulte. C'est clair, elle n'ignore pas ça, elle a pas 15 ans. Mais quel rapport avec son âge? On parle de milieu culturel. Il faut se concentrer là, écoutez ce qu'on vous dit. C'est important. Ça n'a rien à voir avec l'âge que vous avez. Ça dépend de votre milieu culturel. C'est tout. Il y a des espaces où ça vous semble évident et il y a des espaces pour qui ça va être incompréhensible. C'est simplement votre norme de référence. Et je comprends que ça puisse vous paraître bizarre si pour vous, en fait, les deux mots sont des synonymes et que toute votre vie, vous les avez vus utiliser indépendamment de l'un de l'autre, voire vous avez plutôt entendu ou compris le mot foulard que le mot voile. Mais vraiment, ça dépend de votre milieu social et vous ne pouvez pas décider en fait, pour une personne, ce que devrait être son référentiel culturel, ça n'a pas de sens. Le fait est que si on regarde l'usage et l'histoire de l'usage, on vient quand même de bien la faire là, eh ben on constate que il y a en fait une transformation imposée politiquement par la droite et l'extrême droite qui sont dominants. Nos médias sont de droite et d'extrême droite, nos politiciens sont de droite et d'extrême droite, notre discours dominant est construit par ces gens-là. Donc à un moment, on se retrouve avec une représentation où il y a des gens comme Bouka Lemon qui nous dit « Moi j'ai toujours entendu le mot voile », qui n'ont jamais entendu le mot foulard. C'est une différence culturelle. Et c'est ça qui est important. En fait, si on repart sur l'affaire Marion Séclin, la base de la base, c'est que les personnes que ça a énervé sont parties du principe qu'il y a un référentiel commun, que le foulard et le voile ont la même signification pour elles et Marion Séclin. Pour les personnes en colère, la vidéo de Marion Séclin, c'était exactement comme dire « Mais il y a une seule manière de mettre un voile, et c'est pas sur la tête !» Wink wink. Oui, donc là, oui, bien sûr, ça fait clairement ouais, salut, je suis d'extrême droite, regardez-moi. Et le voile, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas chié sur le voile. Si en plus, vous placez ça dans le contexte d'islamophobie ambiant et tout, ouais, vous dites c'est chaud. Sauf que, replacer dans le contexte culturel d'usage du mot, ben en fait, c'est tout à fait possible que quelqu'un fasse la vidéo comme elle l'a fait, c'est-à-dire se disent « Ah bah vas-y, je vais me filmer » ou demander à quelqu'un de me filmer en train de mettre le foulard et faire mon petit tuto et tout, en y pensant comme si c'était un truc sur les écharpes. Et je ne vais pas penser une seconde à la religion parce que l'usage du mot foulard n'est pas systématiquement associé au voile dans ma tête. Et ça, ben en fait, c'est plus ou moins ce qu'a expliqué Marion Séclin, en fait, hein. Elle a eu une ligne de défense, je vais revenir sur sa ligne de défense qui est assez claire, hein, où elle dit, d'abord dans un commentaire, premier truc, elle poste un commentaire, il n'y a aucun sous-entendu, je montre un foulard qu'on m'a offert et ma flemme de trouver plus d'une astuce pour le porter. Donc en gros, elle explique que pour elle, c'est une parodie qui vise à se moquer des tutos de créateurs de contenu mode, en se moquant des façons exagérées de porter un foulard, par exemple en le mettant autour des bras, en guise de top, ou de s'en faire une jupe. Si vous connaissez un peu Insta, je pense que vous voyez tout de suite la ref, il y a cette idée qu'elle a de dire, ah vas-y, j'ai la flemme, je vais faire une vidéo méga courte, où en fait je vais dire la seule manière la manière de base de porter un foulard c'est autour du cou, il n'y a pas besoin de se faire un top avec, il est joli quand même quoi. Est-ce que tu peux clarifier la différence entre polysémie et dog whistle s'il te plaît? Ouais, c'est quand même assez pas du tout le même mot. Polysémie c'est tout simplement un mot qui a deux sens. Dog whistle ça veut dire que tu fais un sifflet pour chien, ça veut dire que tu utilises un mot qui va pas être perçu tout de suite comme islamophobe pour t'adresser à un public qui t'est déjà acquis et qui est islamophobe. Si vous pensez que Marion Séclin a fait un dog whistle, il faut que vous soyez capable de démontrer que Marion Séclin a un public acquis d'extrême droite qui lui soit islamophobe, qui la soutienne. On fait pas du dog whistle à personne. Pour faire un dog whistle, il faut avoir une base. Il faut une base de gens à atteindre. Vous ne faites pas du dog whistle à l'extrême droite quand vous êtes une personne harcelée à l'extrême droite en espérant miraculeusement que d'un seul coup, tous les fans du Raptor qui vous menacent de viol et de mort depuis des années vont changer d'avis. C'est une absurdité totale. Donc oui, le dog whistle dans un sens se sert de la polysémie, mais attention, c'est un usage politique qui a une logique et qui répond d'une mécanique. Juste parier comme ça sur le fait de dire ouais, allez, wesh, let's go. C'est Marion Séclin se dit ah mais j'en ai marre de la gauche, j'en ai marre là. Oh, fais chier la gauche, fais chier la gauche. Ils sont pas si méchants ces gens qui me harcèlent et qui veulent ma mort. Je vais leur faire un petit clin d'œil, wink wink. Enfin, je veux dire, c'est quand même tiré. Là, c'est quand même commencé à tirer très très loin l'interprétation quand même, hein. Dog whistle, c'est un homme politique qui a une base d'extrême droite,
qui veut séduire mais qui en même temps est à la télé et veut continuer à plaire aux mamies et aux papis, qui va dire un truc perma-raciste mais en utilisant une tournure, une formulation de phrase qui ne sera reconnue que par sa base raciste et qui fera pas peur aux vieux. Si vous voulez, vous avez le sifflet mais faut les chiens quelque part dans le dog whistle. Là, il y a rien du tout là. Là, je veux dire, c'est très tiré par les cheveux là. Pour le coup du dog whistle, j'y crois pas. La réaction des gens qui y voient au départ un propos islamophobe, je la comprends. Je capte aussi dans quelle mesure, avec l'extrême droite qui vient se coller sur le truc et tout, ça envoie quand même un mauvais signal. Maintenant, je me dis, attendez, on va peut-être reculer, on fait un petit pas en arrière, on se pose une question. On se dit, mais quel intérêt aurait Marion Séclin à faire ça? Marion Séclin, elle a répondu, du coup, donc j'ai dit en premier lieu par un commentaire, puis après en post. Donc après la suppression de la vidéo, elle a dit dans un post, pour faire la promotion d'un foulard qu'une marque m'a offert, j'ai fait un tuto très court pour parodier la traîne des tutos longs comme le bras. Je comprends la maladresse de l'enchaînement des mots. Je suis consciente des idées nauséabondes qui traînent et aussi vigilante que possible pour ne pas faire partie du problème. Mais mes mots ont été détournés et interprétés de manière absurde et choquante. C'est enchaîné un violent procès d'intention, m'accusant immédiatement d'avoir changé de bord politique, une réponse brutale et injuste. Sa réponse est plus longue, je vous laisse la lire en entier. Ce que moi je voudrais souligner, c'est qu'elle appuie sur la notion d'incompréhension. Je comprends la maladresse de l'enchaînement de mots, mes mots ont été détournés et interprétés de manière absurde, et là moi je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur la polysémie du mot voile et du mot foulard. En fait, je pense que c'est une défense acceptable. Je peux pas dire si elle est vraie ou pas, la défense. Je suis pas capable de lire dans les pensées des gens, mais personne n'en est capable. Je me positionne simplement en me disant, si moi je dois trancher là entre les cas qui me sont faits, c'est-à-dire oui, il y a un contexte d'islamophobie, oui, il y a un contexte de stigmatisation vers le voile, mais il y a aussi une polysémie entre le mot foulard et le mot voile, la vidéo est extrêmement courte, et on me demande de croire à une interprétation. À un moment donné, ça me semble quand même difficile de dire ça veut forcément parler du voile. Je comprends en fait les inquiétudes liées à un énième discours islamophobe sur le voile et tout, mais est-ce qu'on a vraiment affaire à quelque chose qui justifie un appel immédiat au boycott? Elle a dit c'est comme ça qu'on le porte à la base. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire si elle parle d'un foulard, si elle parle pas du tout du voile? C'est pour ça que je vous parle du référentiel culturel, c'est pour ça que je vous demande d'écouter dans l'intégralité. Si on part du principe que son référentiel culturel, c'est de se dire que en fait, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'elle dit dans ses messages, elle dit mais non, mais moi, attendez, je réfléchis à un foulard, et je me dis ah mais les traînes sur le foulard, c'est long comme le bras, on détourne mes propos quoi. Et tout ce que je vous ai expliqué sur le voile en vous citant des gens, le foulard, machin, etc., évidemment qu'elle le sait pas, hein. J'ai passé je sais pas combien de temps à aller lire des trucs de recherche là-dessus pour vous trouver les informations et pour vous expliquer. C'est des choses inconscientes. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on est quand même censé aussi se donner le bénéfice du doute aux gens. On peut pas être sûr qu'elle est pas islamophobe non plus juste avec la vidéo. Mais en fait, on peut pas dire d'une personne « Non, mais je suis pas sûr qu'elle est pas islamophobe, donc elle est islamophobe. » Comment vous êtes sûr qu'une personne n'est pas islamophobe? Vous allez faire ça avec toutes les personnes que vous suivez avant de dire que on appelle au boycott. Boycotter quelqu'un, quoi. C'est-à-dire vraiment, là, cette personne est islamophobe et tout. Je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas 2-3 étapes à faire avant? Dans la vidéo de Sid, littéralement, c'est comme ça qu'elle présente le truc. Dans sa première vidéo, elle dit « Personnellement et à votre place, je boycotterai cette personne ». Et ça, c'est un réflexe qui s'inscrit dans quelque chose. C'est pour ça qu'on va parler de cancel culture. C'est un réflexe qui s'inscrit dans ce qui est aujourd'hui appelé, probablement à tort, mais maintenant c'est comme ça qu'on le formule, ce qui est appelé la cancel culture ou la culture du call-out. C'est un réflexe qui est compréhensible si on le situe un peu dans l'histoire des luttes. Le syntagme, c'est un syntagme, excusez-moi. Cancel culture, c'est un mot qui apparaît aux États-Unis et qui sert à décrire des actions militantes qui veulent discréditer des personnalités publiques en les dénonçant, non pas via un recours juridique, mais à travers, je cite, désolé, un chercheur, mais qui a formulé ça comme ça, à travers des attaques coordonnées, généralement lancées en ligne, contre une personne afin de détruire sa réputation et de la rendre infréquentable. Dans un sens, c'est un peu brutal la manière dont il formule, mais en même temps, il y a une réalité. Je veux dire, c'est violent. Le call-out, le cancel, c'est un acte violent. Mais c'est un acte qui est légitime aussi. Il y a une forme de légitime défense dedans. C'est-à-dire que ça répond proportionnellement à la gravité de quelque chose. Effectivement, à un moment donné, quand on lance
le process, bah, il y a une personne qui va être entachée du sceau de la honte, qui va être jetée à la foule, hein, un peu d'une certaine manière, en mode, écoutez, elle ou lui est problématique, ce n'est pas un ou une alliée, faut plus le suivre, faut abandonner cette personne et tout. En gros, cette personne, on la met de côté. Le mot cancel culture vient d'une caractérisation de la droite de tactiques militantes. Je suis d'accord avec toi, Brain Eating, même de la part que l'extrême droite a tenue dans la création du terme, hein. Cancel culture, c'est un terme qui a été même inventé par l'extrême droite aux États-Unis dans des débats il y a pas mal d'années, notamment sur des professeurs dans les universités qui avaient tenu des propos problématiques, etc., etc. Et au départ, c'est surtout des tactiques qui ont un sens, parce que la tactique militante du call-out, le fait de désigner des gens, d'en parler, ou de dire telle et telle personne, on ne veut plus la soutenir, on va la mettre de côté et tout, en fait, elle répond à quelque chose. Elle répond à une société où il y a une impunité des dominants et une passivité totale, volontaire des institutions face au racisme, au VSS, à la LGBT-phobie, au validisme. En gros, cette pseudo-cancel culture, c'est une réponse en réalité de milieux militants qui se disent, mais on est face à une réalité qui est que il y a des auteurs de viols, il y a des agresseurs, il y a des gens extrêmement racistes qui aujourd'hui ont des positions institutionnelles énormes. Quand on demande à l'institution de les sanctionner, il se passe rien. Quand on demande à tel et tel employeur de faire quelque chose, ils font jamais rien. Eh ben, on va opposer à cette absence de sanctions sociales institutionnelles, ben, notre sanction sociale, une sanction sociale collective. C'est quelque chose qui est compréhensible, quoi, d'une certaine manière. Il y a une différence entre dénoncer et boycotter. Beaucoup de gens critiquent Bégodeau. Là, on est sur un appel au boycott, hein, dans l'affaire Marion Séclin, justement. Ça, c'est une vraie question. On est vraiment tout de suite, immédiatement, une des premières vidéos, moi, que j'ai vues sur le sujet, du coup, qui est celle de Sid, on est tout de suite sur un appel au boycott. Je le redis, le fait de boycotter, ce côté cancel de la cancel culture, il fait sens, mais dans la réalité d'une lutte face à la domination. On est dans une situation où on a des DSK, des PPDA, des Gérard Depardieu, ben nous on se dit ok, l'institution ne veut pas agir contre DSK, contre PPDA, contre Gérard Depardieu, on va les afficher, on va dire ce dont ils sont accusés, comme ça la prochaine fois que quelqu'un a envie par exemple d'aller voir un film où Depardieu joue DSK, ça existe, c'est un vrai truc, il y a un film où Gérard Depardieu joue DSK, et ben au lieu d'aller voir cette énorme merde sur un violeur, joue un violeur, enfin voilà, vous m'avez compris, ben, la personne se dira peut-être ouais, non, j'y vais pas. Ça, évidemment, cette tradition militante, cette manière d'agir, ben, ça n'a pas du tout plu à la droite et l'extrême droite. Pourquoi ? Ben parce qu'ils sont toujours du côté des dominants et des discriminations. Donc pour eux, c'est hyper gênant, parce qu'ils savent de quel côté du fusil ils sont. Ils savent très bien que on va débarquer et on va dire, ben écoutez, là, toi, là, t'es raciste, toi, là, t'es sexiste. Et ça leur plaît pas. Donc, tradition oblige, ils ont retourné le truc pour s'en servir, pour nous discréditer. Et donc, il y a eu ce mot cancel culture qui est apparu avec une accusation de cancel culture qui est utilisée par les fachos comme un moyen pour faire peur et condamner a priori tous les mouvements qui portent une critique de la société et un projet d'évolution progressiste qui viserait à rendre la société un peu plus égalitaire. On dit par exemple qu'on veut pas que Roman Polanski, au hasard, un pédocriminel poursuivi par la justice et en fuite dans un pays étranger pour ne pas avoir à assumer ses actes devant la loi, on se dit, tiens, ce pédocriminel poursuivi par la justice, ce serait quand même bien qu'il soit pas nommé à Cannes et au César et mis sur un piédestal en permanence comme un mec extraordinaire, nanani, nanana, machin. Nous, on dit ça, et là, on nous répond, excusez-moi, vous voulez censurer les artistes, là, hein. Pareil, on dit, ah ben on va enlever une statue d'un esclavagiste, nanana. Mais cancel culture, vous voulez effacer l'histoire. On trouve que le dernier Spirou est méga raciste, cancel culture, vous êtes contre la liberté d'expression, etc., etc. Nous renvoie à nos actes militants dans le domaine des idées, où on est en fait en train d'attaquer la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et où en fait tout le monde ignore volontairement la vraie nature de l'acte de cette fameuse cancel culture, qui n'est pas en fait réellement un acte d'effacement, mais un acte de dénonciation, de discrimination. Évidemment, avec ce mot cancel, on donne l'impression qu'il y a des conséquences terribles, et on exagère grandement cette culture-là, on call out des dominants,
qui sont dans des positions extrêmement favorables, qui sont protégés par leur classe, et en fait, quasiment aucun d'entre eux est vraiment effacé. Polanski et Depardieu, ils font toujours des films, et ils sont toujours dans tous les festivals, par exemple. Si vous voulez, il y a une légitimité de cette culture du call-out. Maintenant, il y a aussi un moment où on est, par rapport à cette question de la cancel culture, nous-mêmes un peu paralysés quand il faut en faire la critique. Parce que, comme l'extrême droite, elle est hyper violente envers cette pratique, elle passe son temps à dire qu'on est la cancel culture et nous chier dessus, machin et tout, ben elle fait qu'on n'arrive plus à avoir de vrais débats sur le sujet pour en questionner les limites. Et pour moi, justement, ce qui se passe avec l'affaire Marion Séclin, c'est qu'on a franchi une limite. Il y a un moment donné, mais pas spécialement avec elle, hein, je veux dire, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein, c'est simplement, je leur dis, je la connais pas, c'est simplement que c'est un cas de plus. Moi, cette année, j'ai vu des trucs, je repense à Morgane, par exemple, Morgane Noam, ce qui lui est tombé sur la tronche avec la petite tribune et tout. Je me dis, à un moment donné, il faut qu'on se trouve un peu des limites dans nos manières de nous comporter et qu'on arrive à faire la différence entre l'allié et l'ennemi, quoi. Hein. Du coup, je reviens au passage du début où je vous parle de ce qui m'a lancé dans ça. C'est que moi, je reçois un message où on compare Marion Séclin et sa vidéo sur un foulard, qui est maintenant, je pense qu'on en a assez fait le tour, mais largement interprétable et tout, à Nekfeu. Nekfeu qui est accusé de multiples viols et de violences conjugales dans une affaire qui va devant les tribunaux. Nekfeu qui est un homme avec des moyens énormes, qui a un accès aux médias, qui s'en sert pour stigmatiser son ex-conjointe. Nekfeu, c'est un mec qui a commencé en plus là à imposer un narratif public. Donc oui, face à Nekfeu, le principe du call-out, il fait carrément sens. C'est un dominant. Il a clairement un comportement de prédation violent, etc. et tout, qui est dénoncé à son encontre. Il va passer devant les tribunaux. Il y a un déséquilibre de la force entre lui et sa victime présumée. La logique de call-out, la logique de boycott, elle fait sens parce que tu te dis, là, en fait, à un moment donné, l'histoire des statistiques policières sur le viol, l'histoire sociologique des violences sexuelles dans nos pays montre qu'en réalité, la majorité des violeurs ne sont jamais condamnés, les victimes ne sont jamais entendues, la plupart des victimes n'arrivent jamais à aller en justice, etc., etc. Donc là, il y a de la force à donner, quoi, ça fait sens. Et se dire, bon, dans ce cas, on va aller vers un truc de boycott parce qu'on est dans cette logique de soutenir la parole des victimes et de se dire que aujourd'hui, autour des violences sexuelles, il y a une espèce de guerre en cours, dans un sens. Une guerre qui est avant tout menée par l'institution contre les victimes, qui est de ne pas les écouter, de ne pas créer les structures d'accueil suffisantes, de ne pas donner de l'espace d'existence des récits de violence, etc., etc. Pourquoi pas ? Mais en face, tu dis on met dos à dos ça, et Marion Séclin, qui a fait un tuto sur comment mettre un foulard avec une phrase dont je pense qu'on a quand même largement démontré qu'elle était très interprétable. C'est incomparable, on peut pas dire que les deux sont problématiques comme si c'était équivalent. On peut pas dire problématique c'est agression sexuelle et cette phrase un peu ambiguë que t'as dit dans ton truc, dans ton petit tuto, tu vois, tu dis attendez, c'est chaud là, ça va trop loin, c'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. C'est même pas comme si on avait explicitement un propos. Parce que si on avait explicitement un propos, quelqu'un dit oui mais quand même avec les violences islamophobes et tout. Ouais, avec les violences islamophobes et tout, si la meuf elle avait fait allégeance à l'islamophobie en disant clairement un truc hyper islamophobe, en se situant et en se positionnant dans une pensée islamophobe et en se reconnaissant de ça, enfin je veux dire c'est comme pour Tatiana Ventose ou quoi, enfin il y a des gens qui retournent leur veste, pourquoi pas. Mais là ça va très vite quand même. Donc pour moi, c'est pas qu'il faut pas en parler. Franchement, en parler, c'était légitime parce que il y a des gens qui ont ressenti un malaise et qui se sont dit non, ça va pas. Franchement, je me sens pas bien et tout avec cette vidéo, je me sens attaqué. Pour moi, c'est pas normal ce qui se dit là-dedans. Franchement, ces gens ont eu raison d'interpeller. Mais appeler au boycott, c'est quand même une étape supérieure. C'est quand même au-delà de ça. C'est dire, attendez, cette personne, on la met vraiment dans la catégorie maximale des personnes problématiques, c'est-à-dire qu'on utilise notre arme la plus importante, qui est le cancel, qui est le truc où on dit, cette personne-là, on l'efface dans un sens, en tout cas, on l'ostracise dans les milieux militants et tout. Pour moi, ça va quand même un peu vite, surtout si on prend en compte qui est Marion Séclin. La meuf, c'est une créatrice qui est sur les réseaux depuis 2012. Elle parle de féminisme à cette époque-là, à une époque où Internet est beaucoup moins clairement politisé et où les espaces politiques de gauche sur Internet sont quasi inexistants. On est sur une créatrice, du coup, qui est sur les réseaux depuis 2012 et qui se prend des vagues de harcèlement gigantesques à un moment où il n'y a pas de gauche structurée sur Internet. On parle de menaces de mort, on parle de menaces de viol, d'incitation au suicide, c'est des centaines de milliers de messages
et elle va pas lâcher, elle va continuer. C'est pas une vague une fois, hein. C'est pas un mauvais bad buzz. C'est à chaque fois qu'elle continue de parler de féminisme, elle s'en prend encore et encore et encore plein la tronche, au point que ça devient une cible de l'extrême droite. Elle est ciblée clairement sur tous les forums. Tous les gros créateurs d'extrême droite ont un jour parlé d'elle. C'est on te met une cible dans le dos et c'est pour ta gueule, quoi. C'est maintenant vis avec et ça s'arrêtera jamais. Et personne n'est de son côté. Les gens qui ont l'impression qu'elle était soutenue par quoi? Quel parti politique a parlé de Marion Séclin, quoi, et s'est intéressé à ce qui lui arrivait à cette époque-là? Mais même les médias, hein. Les médias en avaient rien à foutre. Tout le monde en avait rien à foutre et on avait les plus gros militants d'extrême droite qui lui balançaient tout sur le cul. Et j'ai envie de dire, les milieux militants, bof, quoi. C'était genre, ouais, mais bon, c'est une meuf d'internet. Il y avait ce truc, et même aujourd'hui qui y a encore, c'est ouais, mais toute ta gueule sur internet, c'est un peu normal que tu t'en prennes plein la tronche, et puis de toute façon, sur internet, c'est que des trolls, c'est pas grave. Et le pire là-dedans, c'est qu'en plus, Marion Séclin, c'est aussi une victime de VSS qui a tenu un discours public à ce propos, à une époque à nouveau où c'était pas si courant. Je le redis, c'est pas pour la saucer, c'est resituer quand même les gens dont on parle, c'est important. Je ne connais pas cette personne, je n'ai aucune raison de la défendre, je suis pas vraiment son travail, je sais pas exactement ce qu'elle fait et tout, mais c'est juste pour vous dire le niveau de violence que la meuf, elle s'est mangée pendant des années. J'imagine même pas la réactivation traumatique que ça a dû représenter, les vagues de harcèlement qu'elle s'est pris et tout, quoi. Les gens qui sont en mode, ouais, comme tu dis, social justice beaver, suffit d'éteindre le téléphone et le harcèlement disparaît, mais c'est une bêtise. C'est un enfer, c'est un cauchemar. Tu t'essayes de couper ton téléphone. Moi, j'en ai pris assez des vagues de harcèlement. Je commence à avoir ma centaine de milliers de messages aussi, de menaces de mort. Puis bon, bah pareil, j'ai des réactivations traumatiques, tu vois, quand on t'a braqué un flingue sur la tête et que des gens te disent qu'ils veulent te tuer, tu vois, ça a tendance à te mettre dans des états de stress. Quoi que tu fasses, où que t'ailles, le nombre de trucs que j'annule, le nombre d'endroits où je vais pas parce que je me dis non mais là ça va être trop chaud et tout, c'est un truc qui est d'une amplitude gigantesque. Et donc c'est quelqu'un qui face à ça n'a pas lâché le discours militant, c'est hyper important. Elle est dans une situation où elle s'en prend plein la tronche et elle continue. Elle continue, mais est-ce que c'est la plus grande militante féministe intersectionnelle de France? Certainement pas. Mais elle continue à tenir son discours à elle, à dénoncer ce qu'elle doit dénoncer, à aller parler publiquement de choses extrêmement dures, notamment son harcèlement, dont elle a parlé plusieurs fois chez Combini, etc. Il y a des gens qui ont l'air de croire que parler de son harcèlement, c'est facile, et que tu gagnes quelque chose à faire ça. Tout ce que tu gagnes, c'est des gens qui te chient sur la gueule, et des gens qui sont en mode, ouais, bon, ça va, t'as assez parlé de ton harcèlement, maintenant, tu te fais de la pub avec et tout, mais quelle pub, tu vois? Je pense que tu perds, à mon avis, plus de travail que tu ne gagnes d'opportunités. Je pense pas que tu gagnes grand chose, hein. Et je tiens quand même à souligner, parce que là j'ai vu quand même beaucoup de gens lui faire un procès sur qu'elle était pas assez féministe, pas assez ci, pas assez ça. Je trouve que c'est déjà pas mal. Quand on aura fait 10% de ce qu'elle s'est pris dans la gueule depuis 2012, on viendra dire comment il fallait faire, qu'on se comprenne bien. Ça lui donne aucun joker. Elle peut pas juste arriver, dire ce qu'elle veut, et si elle arrive et elle dit un truc raciste, on dira oui, nanani nanana, c'est pas grave, c'est Marion Séclin, nanana. Non, à un moment donné, si elle disait vraiment une dinguerie, pourquoi pas? Mais je propose quand même qu'on sépare pas l'homme de l'artiste, quoi, d'une certaine manière. Quand on accuse quelqu'un, on prend la personne aussi. Quand je vois par exemple Maëva BJR, là, dont j'ai parlé au début, donc un compte à 100 000 abonnés qui parle d'elle en disant elle veut faire un buzz sur l'islamophobie, un peu comme Thibaut InShape fait avec la transphobie et tout, et elle dit, je cite, on en a un peu ras-le-bol que quand un créateur, une créatrice de contenu a besoin de buzz, de bad buzz, ils se disent que le racisme va être la facilité. Là, moi, je me dis, mais non, c'est complètement abusé. C'est comme les gens, là, tout à l'heure, dans le chat, qui disaient qu'elle faisait du dog whistle d'extrême droite ou je sais pas quoi. D'où Marion Séclin fait du dog whistle envers un public caché d'extrême droite. Là, on est en train de dire à une femme qui a été harcelée par l'extrême droite pendant maintenant une décennie qu'elle serait l'alliée consciente et consentante de ces harceleurs. Wow. Attendez, doucement, quoi, vous partez en couille. Si on en est à tenir Marion Séclin responsable de sa formulation sur un truc de foulard, d'accord, mais alors on pousse ça à tout le monde. Parce que là, aller dire qu'elle fait du dog whistle à l'extrême droite, je trouve, enfin, faut prouver, quoi, faut arriver, faut avoir les reins solides. Et le problème, c'est que les gens, ils balancent ça, mais nature peinture, quoi. On a trouvé le nouvel ennemi, machin, oui, elle fait du dog whistle, machin, mais à qui? À qui elle fait du dog whistle? Je le redis tout à l'heure, le dog whistle, c'est le sifflet pour chien. Tu peux avoir le sifflet, mais il faut le chien aussi. Ils sont où les chiens qui sont du côté de Marion Séclin? C'est que des gens qui la détestent et qui la menacent de mort depuis 10 ans. De où ces gens, d'un coup, du jour au lendemain, ils vont changer leur fusil d'épaule, ils vont être là, basé, Marion, basé et tout. Et là où on aurait pu, moi je pense, avoir une réaction construite, qui aurait été de dire, t'as une méconnaissance des discriminations et du vécu de certaines personnes, donc tu te rends peut-être pas compte, mais ton tuto, on peut lui donner un double sens. Regarde, Némésis, c'est dans les commentaires, là, faut peut-être supprimer, désolé, mais c'est
ça passe pas, tu vois. Le faire comme ça, moi je veux dire, je dis ouais, pourquoi pas. Ça, moi franchement, j'aurais capté. Je me serais dit ouais, il y a un contexte d'islamophobie dans lequel la vidéo elle est interprétable et finalement l'extrême droite va s'en servir et va manipuler le truc et c'est ambigu et quand même bon écoute Marion, on est à fond mais voilà, faut faire gaffe et tout. Moi je dis pourquoi pas. Maintenant dire direct elle est islamophobe, on cancel. Moi, je capte pas. Pour moi, au mieux, ce qu'on peut démontrer, c'est une méconnaissance d'une dynamique de discrimination. C'est le truc de pas être capable de se dire, au moment où tu fais ton truc sur le foulard, ah ouais, ben foulard, en fait, ça peut être une référence au voile. Si je dis un foulard, ça se met d'abord autour du cou, c'est à ça que ça sert à la base. Ça peut être interprété comme un foulard, ça se met pas sur la tête, donc un voile, ça se met pas sur la tête. Et du coup, à partir de là, c'est pas acceptable. Ça veut pas dire que ce que t'as fait, ça fait de toi la pire personne islamophobe de France ou je sais pas quoi. Ça fait pas de toi quelqu'un qui défend consciemment, volontairement un système d'oppression systémique. Il faut quand même arriver à faire la distinction. Il faut quand même arriver à trancher un moment entre quelqu'un qui dit une connerie potentiellement, ou qui connaît mal quelque chose, qui connaît mal une dynamique particulière de discrimination, d'oppression, et qui en reproduit peut-être une partie des codes, et Marine Le Pen ou Papacito, quoi, qui sont des gens qui volontairement vont se placer du côté de la discrimination, qui vont faire un commerce, une carrière, qui ont une base qui les soutient, à qui ils s'adressent, qui ont des codes avec lesquels ils jouent. Quelqu'un qui ignore quelque chose dans un espace de lutte intersectionnelle, ben en fait, on peut pas la cancel parce qu'elle ignore quelque chose. Le principe des luttes intersectionnelles, c'est que ça regroupe un ensemble si vaste de domination que c'est impossible que vous ne vous trompiez jamais. Je veux dire, vous ne connaissez pas la culture militante des autres. Vous ne connaissez pas la culture militante de tout le monde. Au mieux, vous connaissez un peu un aspect de la culture militante qui vous intéresse le plus ou qui vous touche ou qui vous concerne le plus. Si vous êtes décolonial, vous connaissez pas forcément tout sur la question de la LGBT-phobie et inversement. Et le principe de l'intersectionnalité, c'est de se dire, à un moment donné, il y a une convergence des luttes, on se reconnaît les uns et les unes les autres, on reconnaît les oppressions et les personnes qui les défendent, on s'y intéresse, on essaye de se soutenir, on essaye de faire en sorte de pas dire « Ah non, ma lutte est plus importante que la tienne », on se dit « Non, non, on est ensemble, on marche ensemble et on y va ». Avoir cette prétention à dire « Mais à un moment donné, si tu connais pas quelque chose, c'est que t'en as rien à foutre et t'es pas intersectionnel », c'est un truc de ouf. Ça revient à dire qu'on se pense soi-même en capacité de tout connaître à tous les espaces de discrimination sur l'intersectionnalité. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, les cultures militantes, elles évoluent en permanence. Elles sont tout le temps en train de se transformer. Il y a des choses qu'on dit aujourd'hui qui seront plus entendables dans 5 ans. Et tant mieux, on évolue. Moi, je suis ravi de voir à quel point on a évolué depuis mon adolescence. Si on veut que les gens se positionnent et défendent des luttes qui se calent dans des luttes intersectionnelles, à un moment donné, on doit forcément reconnaître à ces gens un droit à l'erreur. C'est légitime de questionner. Quand il y a quelque chose qui va pas, c'est légitime d'en parler. Ça, il n'y a vraiment pas d'interdiction. Par contre, là, moi, je trouve que dans un cas comme Marion Séclin et dans d'autres cas que j'ai vus ces derniers temps, on va, genre, très très vite en condamnation. On ne laisse pas du tout le bénéfice du doute à quelqu'un qui a été un camarade, surtout sur des propos qui sont largement interprétables et très très ambigus et qui sont loin d'être aussi explicites qu'on a bien voulu le dire. C'est pas un viol, ce qu'elle a fait Marion Séclin. Je dis comme ça, parce que là, moi, on me la compare à Necfeu, quoi. C'est pas un viol. C'est pas irréversible. On doit largement pouvoir comprendre qu'elle sache pas un truc, qu'elle connaisse pas quelque chose. Parce qu'à un moment donné, si on applique ce modèle là défendu par les détracteurs et détractrices de Marion Séclin à tout, demain, tout le monde pète. Je veux dire, tout le monde pète. Si je prends mon sujet à moi, là, par exemple, tout simplement, là, l'extrême droite, mais moi, je peux cancel la moitié d'Insta. Genre, les gens qui connaissent pas, qui valident des discours sans s'en rendre compte, qui font pas la distinction entre tel et tel groupe et qui se rendent pas compte que tel ou tel chanteur, tel ou tel sportif, en fait, c'est un mec qui fait du vrai dog whistle d'extrême droite et croyez-moi, les vrais de vrais, vous les reconnaissez. Un autre exemple que j'ai en tête, mais la lutte contre le validisme, par exemple. On est très très loin sur cette lutte de ce qu'on peut être sur d'autres. C'est un sujet dont on parle très peu, sur lequel on est très peu renseigné et on doit se planter en permanence. On doit dire des conneries tout le temps. Et si les militants et militantes anti-validisme, ils appliquaient, je veux dire, le décalque là de ce qui a été fait pour l'affaire Marion Séclin, mais vous faites sauter tout TikTok, hein. Je veux dire, là, hop, ça pète. Tout TikTok, tout Twitch. Alors, Twitch, j'en parle pas, on est en direct. Alors, le nombre de fois où on se plante en disant un truc, on formule mal, on se trompe. Je veux dire, c'est du live, t'es pas dans un truc où tu peux vérifier et tout. Je veux dire, on est mauvais. On débute. L'intersectionnalité, c'est quelque chose qui est très récent. La logique de lutte intersectionnelle, quelque chose d'encore plus récent. C'est trop facile, tu vois, de débarquer et de dire, oui, tu n'es pas intersectionnel parce que tu ne connaissais pas parfaitement ce sujet et tu en as mal parlé ou je sais pas quoi.
quoi. Mais c'est impossible. Surtout qu'à la fin, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que Marion Séclin, à un moment donné, elle a réagi. Elle a répondu, d'abord en commentaire, puis dans un post, et elle a supprimé la vidéo. Donc si vous voulez, la vidéo en question, elle est cancel. La vidéo, elle est plus là. Il y en a qui disent oui, elle s'est pas bien excusée, machin, etc. Oui, mais parce que elle, dans sa propre pensée, en fait, à un moment donné, elle dit oui, ça a pu être mal interprété, ça a pu être mal compris, mais je vais pas commencer à m'excuser parce que si je m'excuse, ça veut dire que je reconnais que je suis islamophobe et je suis pas sorti du sac. Là où elle se dit mais non, je vois pas ce que j'ai fait d'islamophobe. Et c'est pour ça que j'ai tenu à toute cette première partie dans le live pour montrer que oui, il y a un contexte d'islamophobie et tout, mais il y a aussi un contexte d'usage du mot qu'il faut prendre en compte. Si on prend l'un en compte, on peut pas ne pas prendre l'autre en compte et se rendre compte qu'à un moment donné, c'est quand même un degré d'interprétation qui est tout à fait entendable. Après, au bout d'un moment, une fois que la personne, elle a supprimé, qu'elle a fait un message d'excuse, parce que son message, c'est quand même un message où elle justifie, elle explique pourquoi elle a fait ça et tout, machin, pour dire, bon bah voilà, écoutez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'on veut encore, quoi? Et on veut quoi? Un truc genre, je me mets à genoux, je me filme, là, comme ils font dans certains pays, quand quelqu'un fait une erreur, la personne doit pleurer, se mettre à genoux et faire semblant d'être dans une grande souffrance. On demande une exemplarité assez irréaliste sur les créateurs de contenu sous prétexte qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Exactement. C'est une exemplarité que vous n'avez pas pour vous-même dans votre vie, et surtout, moi, je vais être clair, parce que maintenant, ça va, je commence à bien fréquenter le milieu militant des réseaux, vos militants et militantes spécialistes des call-out, des cancels et de patati et patata, qui font un peu la police d'internet, ils sont pas du tout eux-mêmes dans leur propre vie des gens parfaits. Ils sont simplement des gens qui ne parlent que d'un petit sujet, qui restent bien carrés là-dessus, parce qu'ils savent bien que dès qu'ils vont sortir de ça, ils vont se faire bouffer vivants, et qui du coup sont dans une mise en scène, c'est une image, c'est une posture publique qui n'est tenable que sur Internet, qui ne fonctionne qu'en ligne. Ça ne peut pas marcher ailleurs. Quand je vais dans des endroits où je rencontre les gens et tout, les gens ne sont jamais comme ça, parce que ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, peut-être que les excuses sont pas parfaites, peut-être que la vidéo est problématique, tout ce que vous voulez, pourquoi pas? Et dans ce cas, on pouvait avoir une discussion. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une vraie critique à faire de la méthode, parce que la méthode, elle a eu des conséquences, et on est responsable des conséquences aussi. On dit beaucoup, mais elle s'est pas assez excusée, etc. Mais au moment où elle fait son message, excusez-moi, la meuf, elle est encore en train de se prendre une vague de harcèlement. Et cette fois, elle se la prend pas par l'extrême droite, elle se la prend soi-disant par les gens qui sont censés la soutenir. Et ça, moi, je le comprends, en fait, que ça te fasse péter un plomb. Franchement, c'est inacceptable. C'est le genre de truc où tu te dis, mais j'en peux plus, mais quand est-ce que ça s'arrête? Moi, je me rappelle quand on s'est pris le harcèlement sur le sport, avec Camille, franchement, j'en pouvais plus. On prenait des messages de fans de Thibaut InShape, de fans de Juju Fitka, de tous les fachos muscles de la terre et tout, les menaces. Je te croise dans la rue, je te défonce, fais gaffe, toi, on va te trouver, on va te faire du mal et tout. Je vous dis pas les messages que j'ai reçus. Horrible, horrible. Mais le truc qui m'a le plus blessé, c'est à un moment donné, il y a une partie d'une communauté militante qui n'avait pas vu ma vidéo, qui n'a jamais regardé le live avec Camille, qui s'est pas du tout intéressé au débat, à essayer de comprendre et tout, qui a pris un extrait de 3 secondes et qui a commencé à détourner, à déformer mes propos. J'en ai déjà parlé en ligne. C'était totalement gratuit, totalement au schnaps, de la rumeur encore, des gens qui déformaient totalement ce qu'on avait dit, sur des gens qui déformaient ce qu'on avait dit, et le truc le plus surréaliste, c'était exactement un peu comme ce qu'a vécu Marion Séclin, mais c'est peut-être pour ça que je me suis senti d'en parler là aussi. C'était, en gros, j'étais associé au coach muscu qui me harcelé en ligne parce qu'ils étaient dans les commentaires, là où moi j'étais pas de leur côté, tu vois, j'étais en train de subir ces gens-là et on me mettait dans le même sac qu'eux. Et en fait, quand tu te prends ça, tu te dis ouais, en fait, là tu penses vraiment à arrêter, quoi. Tu te dis c'est insupportable, c'est trop. Comment tu fais pour tenir, quoi? Qu'est-ce qu'il faut donner de plus? Je me dis, mais en fait, vous demandez à une personne de s'excuser, mais à ce moment-là, est-ce que vous vous posez la question de la mécanique? On n'est pas en train de lui demander de s'excuser à cette personne, on est en train de lui dire, on te boycotte. On te boycotte comme on boycotte Coca-Cola ou McDonald's parce qu'ils soutiennent militairement des pays qui massacrent des gens. On te boycotte comme on boycotte Nekfeu parce qu'il est accusé de multiples viols sur son ex-campagne. On te boycotte comme on boycotte des gens qui sont des criminels, des gens qui font des agressions sexuelles. On te boycotte de cette même manière-là. Et ce boycott-là, il n'est pas simplement porté par des vidéos, parce qu'à la limite, les créateurs et créatrices de vidéos, l'usage du cancelling et tout, c'est pas quelque chose d'établi. Donc à nouveau, bah moi je le dis, je pense que c'est des gens qui peuvent se tromper, tu vois, et je pense que là sur le coup ils se sont plantés. Mais je demande pas à ce qu'on les cancelle ou quoi que ce soit, justement. Je demande à ce qu'on discute entre nous et qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce genre d'impasse qui, à mon sens, est contre-productive au dernier degré. Mais au moment où ces gens font les vidéos, ça dégénère. Ça dégénère. Moi je suis allé voir les commentaires publics déjà, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, ces commentaires publics qu'elle a sur toutes ces vidéos et tout. Il y en a, mais je veux dire, des centaines.
des centaines et des centaines et des centaines sous chaque vidéo de gens qui lui chient dessus. T'es une islamophobe, t'es contre les femmes musulmanes, tu détestes les femmes musulmanes. Alors, Marion, hein, tu parles plus du foulard, hein. Ouais, t'as supprimé la vidéo, hein. Alors, assume, hein, t'as supprimé la vidéo, hein. Et du coup, bah oui, elle supprimait pas, vous lui chiez dessus, elle supprime, vous lui chiez dessus. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Et en fait, à ce moment-là, je suis désolé, nous ne sommes plus dans quelque chose qui est de l'ordre d'une réaction juste. On est sur quelque chose qui est plutôt une forme de harcèlement. Parce que là, je vois pas comment on peut qualifier ça autrement. Et moi, ça me dérange de ouf déjà de voir la quantité de gens qui se mobilisent sur cette personne. Est-ce que c'est parce que c'est une femme ou pas? Enfin, j'en sais rien, mais j'ai trouvé la quantité de personnes capables de se mobiliser sur son discours à elle. Je me disais, mais attendez, il faudrait peut-être faire un thermomètre du caca et se dire que plus on est haut comme ça dans la hiérarchie du caca, plus on se mobilise, plus on est bas dans la hiérarchie du caca, moins on se mobilise. Parce que des discours islamophobes et des dingueries, mais des dingueries sur Internet, je vais vous en trouver si vous voulez entendre des trucs horribles, hein, qui sont balancés comme ça en full détente par des types à qui personne va jamais rien dire. Moi, je travaille H24 hein, sur ce genre de vidéos, je regarde plein et tout, je vais lire les commentaires et tout. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Jamais un gauchiste pour répondre en commentaire. Les fachos, ils sont dans tous nos commentaires, hein, mais nous, piscine. Hein. Piscine. Septembre de l'année dernière, je me fais harceler par un ancien néo-nazi très connu, énorme communauté, des milliers et des milliers de messages, j'en prends plein la gueule. Je demande sur un Discord de créateurs et créatrices de gauche, je finis par dire, écoutez, j'en peux plus, je sais pas quoi faire, est-ce que vous pouvez m'aider, en parler, dire aux gens d'aller faire des signalements sur Insta, sur TikTok, enfin, faut m'aider, quoi. C'est des messages de mort tous les jours. J'ai eu un post. J'étais là, oh bah merci, waouh. Il y a, je sais pas, il y a 200, 300 personnes, quoi. J'ai eu une personne qui a fait un post vite fait pour dire, en story, pour dire, Mathieu Bourgalatier dans la sauce, envoyez-lui un peu d'aide. J'étais là, merci, ouais, cool, super. Bah du coup j'étais seul avec ma merde et j'ai géré ma merde tout seul, tu vois. Et là j'ai eu la mobilisation militante, les gens et tout. Bah ouais, je vous avais vous quoi. J'avais heureusement, hein, putain de ouf. Hein, j'avais voilà les convaincus qui étaient présents, qui envoyaient de la force et tout à fond. Mais comparé à la masse des autres, c'était chaud de ouf. Et tu dis putain, dans ces moments-là on est à poil de ouf. Donc pour dénoncer les FAF, il y a personne. Pour soutenir quand on se prend des vagues de haine, franchement on est à Walp. Et là d'un coup tu dis mais cette mobilisation gigantesque sur cette personne que je trouve quand même un chouïa excessif. Faut être capable de reconnaître chez nous-mêmes quand on déconne, quoi. Rien ne justifie de te faire ça. Rien ne justifie d'aller aussi loin. Et quand on a ces comportements, je pense que il faut qu'on se questionne, nous, de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a une responsabilité. Déjà, combien de personnes ont vraiment vérifié les sources, quoi? Se sont demandé, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Comment est-ce qu'elle l'a dit? Est-ce qu'elle a vraiment tenu un discours qui était un discours islamophobe? Est-ce que, tu vois, ces gens sont allés checker? Et est-ce que ces gens-là, après, dans leur réaction, avant d'aller poster, ils se sont poser des questions sur leur propre comportement en ligne, en se disant mais attendez, est-ce que là je suis en train d'écrire un vrai humain, un véritable personne humaine? J'ai le droit de faire part de mon indignation et de ma colère. J'ai le droit aussi de regarder la zone commentaire au moment où je poste, de voir qu'il y a des centaines et des centaines de messages, que tous ces messages sont hyper agressifs et qu'à un moment donné ça finit par rentrer dans une forme de harcèlement. Ce harcèlement, moi je l'ai dénoncé par exemple par rapport au Ultia, au The Event, quand il y avait plein de gens qui prétendaient poser des questions et venir simplement pour discuter par rapport à au goal de Ultia pendant le The Event, mais c'était pas du harcèlement et tout. Non, on l'a tous dit à ce moment-là et c'était très clair. Si t'as une tonne de messages sur la même personne qui lui tombe dessus, au bout d'un moment, on sait très bien que ça participe d'un harcèlement. Une fois que la personne a réagi, que la personne a supprimé sa vidéo, elle est sur les autres vidéos qu'elle a fait pour poster des messages en disant alors t'es islamophobe, machin, etc. Excusez-moi, mais où on va? Vous avez une responsabilité, quoi. Je sais qu'il y a une distance quand on est derrière un ordi, derrière un téléphone, et qu'en plus, avec l'écrit, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est différent, il y a un délai de réponse, on n'est pas vraiment en face de quelqu'un et tout. Mais c'est pas parce que vous le ressentez pas de la même manière que vous n'êtes pas dans un affrontement et vous n'êtes pas en train d'exercer une forme d'agressivité envers quelqu'un. Et cette agressivité-là, elle peut avoir du sens. Par exemple, ben oui, des fois, il y a des vraies dingueries qui sont dites sur les réseaux. Il faut être capable d'y réagir et tout. Et des fois, je veux dire, il faut quand même se poser la question, est-ce que là, moi, je suis pas dans un truc où je vais participer moi-même à une logique qui est problématique et je suis en train de nier toute mon empathie et tous mes comportements ordinaires pour basculer dans une véritable... dans quelque chose, en tout cas, que je ferai jamais dans ma vie. À un moment donné, il y a une réalité, quoi. Hein, c'est vous n'êtes pas
parfait. Vous ne connaissez pas tout aux luttes. Et quelqu'un qui ignore des choses que vous savez n'est pas un ou une mauvaise militante. C'est faux. Je me dis là, ça va hyper loin. Et si on met en place, en tout cas ça, comme étant le protocole de base et qu'on considère que c'est normal, clairement, il va y avoir un moment où il va y avoir une fracture totale, quoi. Et il va y avoir un abandon. Mais cet abandon, il va faire que les usages légitime du cancelling et le fait de dénoncer des gens vraiment problématiques, type des agresseurs violents et tout, en fait vont disparaître en même temps. Donc pour moi, il faut juste resserrer la vis, c'est une question de réglage. Il faut avoir un regard critique. Je le ferai pour tout. Hein. Je veux dire, si demain, on lançait toutes et tous ensemble une asso, on aurait un regard critique sur nos pratiques, sur notre manière de faire, sur nos manières de réfléchir. Là, c'est la même chose. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément cancel le cancelling. Je pense que vous l'avez compris. C'est quelque chose qui a une utilité et un sens dans la lutte contre les systèmes d'oppression, notamment dans les dynamiques de domination. C'est quelque chose d'assez important, je comprends pourquoi on s'en sert et je comprends pourquoi on le fait. Maintenant, je pense qu'il faut être beaucoup plus mesuré dans son usage. C'est une responsabilité. Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités, si vous voulez. Vous allez forcément impacter profondément la vie d'une personne. Ce n'est pas anodin, c'est une personne réelle qui est au bout. Vous parlez de quelqu'un, ça va avoir un impact. Donc je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je pense que le faire comme là ça a été fait sur Marion Séclin sur la base d'une vidéo de 10 secondes dont le sens n'est pas explicite et qu'on doit interpréter, c'est pas assez solide. C'est pas assez solide. Ce que je dis en gros, c'est que ouais, les tribunaux font pas leur travail, ouais, tout ce que vous voulez, les politiques font pas leur travail, etc. C'est pas pour autant que nous, on doit s'absoudre d'une vraie réflexion sur la condamnation. On fait une condamnation publique, on montre du doigt publiquement une personne. Donc à un moment donné, il faut se poser la question de est-ce que j'ai assez d'informations? Est-ce que j'ai assez de preuves? Est-ce que j'ai assez de sources pour dire que cette personne-là est problématique? Pour Marion Séclin, je me pose vraiment la question. Moi je dis, en tout cas de mon point de vue, il n'y a pas assez. Il y a clairement pas assez. Quelle que soit votre interprétation de la chose, le fait qu'il y ait besoin d'autant d'interprétations, le fait qu'il y ait un tel espace de négociation autour de ce qu'elle a dit et de la manière dont ça peut être compris, fait que ça ne justifie pas, pour moi, qu'on aille vers une forme de cancelling. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup, beaucoup trop fort. Pour moi, la notion de cancelling, ça doit rester un espèce de joker qu'on sort pour lutter contre l'institution, contre la machine de la domination, contre des individus extrêmement puissants, qu'on sort quand on a les preuves, quand on a les faits, quand on a les sources. Ok, il y a une stratégie, je suis d'accord avec toi, Vico Zambon, d'action politique qui est bien, mais on doit la mesurer et on doit comprendre notre responsabilité quand on la déploie. Et autour de Marion Séclin, moi j'ai l'impression que ça a été utilisé de manière inconsidérée. Le militantisme, c'est pas un espace moral où on fait une performance de soi et on cherche à accomplir une espèce de perfection. Ça, je suis désolé, mais c'est du développement personnel, quoi. Le développement personnel militant, pour moi, ça n'a aucun sens. Le militantisme, c'est un espace de lutte politique où on a une grande variété de gens avec une grande variété de parcours. C'est ce dont on a parlé dans la vidéo sur TPZ et où on rencontre des gens, en fait, selon le milieu dont ils viennent, ils ont une compréhension plus ou moins importante du sujet, ils savent plus ou moins de choses. Tout le monde ne peut pas être au même point, tout le monde ne peut pas savoir exactement les mêmes choses. Ce qu'on veut, c'est que les gens se réunissent, essayent de marcher dans la même direction, c'est-à-dire un combat contre un système de domination et des systèmes d'oppression. C'est hyper important. Marion Séclin, dans sa vidéo, à aucun moment elle fait allégeance à un système de domination ou quoi que ce soit. C'est au mieux quelqu'un avec lequel on peut avoir un désaccord, ne pas se comprendre et tout, mais en fait, si on commence à exiger des gens une espèce de perfection absolue du militantisme et que le militantisme ne devient que la mise en scène d'une espèce de perfection morale, en fait, le militantisme n'existe plus. Ça va devenir un privilège réservé à une certaine élite, une élite intellectuelle, urbaine, militante, qui va se mettre en scène, et ça existe déjà hein, dans certaines zones. Et derrière, en fait, on va perdre l'intégralité des gens. Pour moi, en fait, à un moment donné, le militantisme, il doit avoir une forme de fluidité, ça doit être un espace politique où on se dit, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir du débat, il peut y avoir du discours, et c'est hyper important qu'on ait ça. Demain, sur les réseaux, je crois que Mathieu Burgalassi a défendu les propos islamophobes de Marion Séclin, mais ça ira plus vite que ça. Tu soulèves une vraie question, hein, mais à un moment aussi, il y a ça hein, dans le cancelling, c'est que le cancelling est contagieux. Hein. C'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un est cancel, si tu parles de cette personne ou si tu l'invites,
quelque part et que d'un coup, bah, tu deviens cancel à ton tour parce que tu lui donnes de la force, cancel par association. Demain, j'invite Marion Séclin à débattre ou à discuter dans un post-déj pour lui demander de parler avec nous de comment elle a vécu le truc et tout. On va dire, oui, Mathieu invite une islamophobe, il est islamophobe, tu vois, et tu t'en sors plus. Pour moi, ça veut pas dire qu'on peut pas soulever un problème. Soulever des problèmes dans les milieux militants, c'est hyper important. Questionner des pratiques, questionner des discours, c'est hyper important. Mais faut faire la distinction entre la question, le débat et le boycott. C'est pas parce qu'une personne est en désaccord avec moi que je dois la boycotter, sinon ça va devenir juste complètement binaire. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, il n'y a plus aucun débat politique à gauche, et c'est la première personne qui parle qui va faire taire toutes les autres. Mais ça empêchera aussi la naissance de nouvelles théories, de nouvelles manières de penser, parce que pour aujourd'hui, on est peut-être celles et ceux qui pensent avoir raison, mais demain, il y aura une nouvelle jeunesse, un nouveau militantisme, de nouveaux chercheurs et chercheuses qui vont arriver avec de nouvelles théories qu'on connaît pas et qu'on comprend pas forcément, et ces gens-là, il faudra être capable d'entendre leur discours, qui va peut-être être un discours qui va nous dire, bah non, en fait, vous avez tort. Et si eux commencent par nous cancel, ou que nous, on commence à les cancel, ça va juste devenir une bagarre de, oui, je suis le premier qui est parlé, ou je suis celui qui a le plus de pouvoir et qui parle le plus fort, et c'est moi qui écrase les autres, parce que à la fin, cette question se pose aussi, c'est-à-dire le poids sur les réseaux sociaux. Je parlais tout à l'heure du validisme, je pense que l'écart entre le validisme et beaucoup d'autres luttes, c'est aussi le poids des militants et militantes anti-validisme sur les réseaux sociaux qui peuvent pas lancer des campagnes nationales avec autant d'impact que ce que font d'autres luttes. D'ailleurs, c'est la même chose que la lutte contre l'extrême droite, qui reste une lutte très minoritaire et qui a beaucoup de mal à mobiliser à la même échelle que, par exemple, l'écologie ou un truc comme ça. Et du coup, ça donne un poids totalement différencié entre certaines luttes, entre certaines indignations et tout, et ça ne fonctionne pas. C'est un système qui, à mon sens, est dépolitisant au possible. La politique, c'est faire changer des gens. La politique, c'est convaincre des gens de nous rejoindre. On peut dire que oui, à un moment donné, il y a des gens qui ont trop de pouvoir et il faut contrer ce pouvoir d'une certaine manière, et on applique une sanction sociale qui passe par le fait de dire ces personnes-là, à un moment donné, on arrête de leur donner de l'attention, de la force, de l'argent aussi, et on les met complètement de côté. Et en même temps, il faut aussi comprendre que à chaque fois qu'il y a un désaccord, on va pas tomber sur les gens de cette manière-là, sinon on n'aura tout simplement plus jamais aucun pouvoir politique. Donc voilà, c'est un peu ma take sur l'affaire Marion Séclin, c'est que pour moi, c'est pas normal. J'entends l'indignation. L'indignation, elle peut être légitime. J'entends que on pouvait s'indigner sur la vidéo. Je trouve le boycott beaucoup trop excessif et je trouve que on a eu une campagne de harcèlement qui s'est mise en place, et j'aurais aimé que cette campagne de harcèlement, elle soit au moins limitée ou dénoncée par celles et ceux qui ont été à l'origine de la campagne de boycott, qu'il ou elle ait pu se dire ouais putain ça c'est pas normal, on peut pas faire ça à quelqu'un, c'est une personne humaine, tu vois. Je parlais de légitime défense et de proportion tout à l'heure. À un moment donné, il s'est complètement disproportionné par rapport à ce dont elle est accusée, la manière dont ça s'est passé. Enfin, je veux dire, imaginez, la personne, elle pète un câble, elle finit par se foutre en l'air et tout. Enfin, tu te retrouves, tu vois, responsable de quelqu'un qui s'est suicidé ou quoi. Enfin, tu te dis, non, mais attendez, ça me paraît être allé beaucoup trop loin. Donc, il faut quand même vachement doser. Et je pense qu'il faut qu'on repense nos responsabilités, que ce soit nos responsabilités quand on est des personnes publiques qui parlent sur les réseaux en vidéo, comme moi je peux le faire, à savoir, est-ce que là, oui ou non, il y a assez pour boycotter, et aussi nos responsabilités quand on est des personnes qui commandent, des spectateurs ou des spectatrices, et de se dire, est-ce que là, je suis pas en train de participer à quelque chose de toxique, quelque chose de violent, et est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est réellement légitime? Est-ce que je suis en train de combattre une oppression et de défendre la dignité des gens, ou est-ce que je suis en train d'enlever de la dignité à quelqu'un et d'agresser une personne? Ne pensez jamais que vous êtes le camp du bien, c'est trop facile ça. Tous les mecs d'extrême droite que j'ai interviewés pendant mes années d'enquête avaient cette pensée-là, cette notion qu'ils étaient du bon côté, qu'ils étaient les gentils, qu'ils étaient les bons. Ne croyez pas qu'il y a des méchants qui se réunissent entre eux dans des caves en portant des habits en noir avec des cornes de diable. Tout le monde croit toujours être du bon côté. Si on veut vraiment être le bon côté, je crois que ça commence par être capable de se remettre en question et de faire attention aux autres. Voilà, c'est ma take sur l'affaire Marion Séclin. J'espère que ça vous a plu.